Bienvenue sur les causeries de Jérôme et Mathieu. Sur ce podcast, nous vous parlons immobilier, investissement et indépendance financière. Nous vous partagerons notre expérience, nos anecdotes et même en direct nos aventures d'investisseurs. On vous parlera de l'évolution de nos projets immobiliers et entrepreneuriaux. Nous voulons aussi vous aider à mieux comprendre l'investissement sans fantaisie et sans vente de rêve. Bonjour, je suis Jérôme, investisseur et marchand de biens en région bordelaise depuis 2014. J'ai pu faire de l'immeuble de rapport, du locatif, de l'achat-revente et de la division foncière. Ce qui me permet à présent de pouvoir me consacrer 100% à l'immobilier. Et moi je suis Mathieu, investisseur immobilier également. J'ai comme Jérôme touché à beaucoup de types d'investissements. Et en plus de ça, nous travaillons en famille dans la promotion immobilière. L'objectif principal de ce podcast est de rester le plus simple et le plus détendu possible. Une discussion entre amis investisseurs autour d'un bon café. Attendez-vous à ce qu'on dérive de temps en temps bien sûr. Salut à tous, j'espère que vous allez bien sur ce nouveau podcast des causeries de Jérôme et Mathieu. Aujourd'hui, on a un petit invité ou un grand invité qui s'appelle Laurent Jourda. On est très content de l'accueillir parmi nous. Salut à toi Laurent. Salut à tous, salut à toi Jérôme, salut à toi Mathieu. Salut Laurent, on est très content de t'avoir. Notre premier invité officiel pour un épisode, on va dire un premier épisode spécial, mais ceci dit, il y a 2 épisodes, on sortait du CrossFit et c'était à l'arrache aussi. Mais là, on est content d'avoir un invité. Ouais, on l'avait dit, on l'avait promis qu'on allait faire avec plusieurs invités petit à petit. Donc on commence par la partie financement avec Laurent. Vous allez voir petit à petit, on va évoluer sur l'évolution du podcast et on va vous présenter un peu tout les taux actuels, la présentation du travail de Laurent, etc. Donc ça va monter en puissance petit à petit. Mais ouais, premier invité, donc Laurent. Donc bien vu à toi et merci pour ton temps en tout cas Laurent. Et merci beaucoup parce que toi, t'es où là? Fais-nous rêver. Là, je suis au Canada là, 6 heures de décalage, donc vous c'est l'après-midi, moi c'est le matin, tranquille. Très c'est hyper cool de en tout prendre cas. du temps pour nous. Ouais, il est très cool. Il est très cool. Merci à vous de m'accueillir. Ouais, c'est gentil, merci à toi en tout cas. Tu fais quoi de beau là-bas? Bon, on visite pas mal, des randos, pas mal de randos, un peu de boulot aussi, hein. Il n'y a pas que les vacances dans la vie, il faut avancer, mais pas mal Jérôme, de t'as randos. entendu? Ouais, Jérôme, il est plus du côté vacances que du côté boulot, quoi. Quelle parce bande que bien d'enfoirés. qu'il Vous avez pas le droit de dire ça. Si Margot elle entend ça, elle va vous dire non, c'est pas vrai, vous avez pas le droit de dire ça. Ça, c'est ce que tu lui dis, quoi. Mais non, à la réunion, on était obligé de travailler même le soir. Il faut s'adapter. La journée, je bossais pas, mais le soir, je bossais. Pas Le seul déconner quand moment même. le seul moment où il bosse, c'est quand il fait des podcasts, quoi. Et encore, en général, je laisse Mathieu parler parce qu'ils disent des choses intéressantes. Moi, je dis que des conneries, donc je laisse Mathieu parler. Comme ça, Puis vous moi, savez. je lis ma note ChatGPT, tu vois, en direct pour pas te dire trop de conneries. Pas dire que de conneries. C'est ça. Et du coup, tu fais quoi? Tu fais 2-3 semaines au Canada ou Un petit peu plus, quoi. Le petit mois de juin, lundi au Canada. Autant en profiter quand on part en vacances. Ah, t'as fait un c'est mois là, cool ça. carrément? Ouais, du 2 juin, 2 juillet, donc c'est bientôt le retour, hein. Ça C'est a cool. piqué. Et après, c'est quoi? T'as prévu quelque chose d'autre après ou pas? Après, de travailler pour repartir plus tard, mais les prochaines vacances sont pas encore prévues. Peut-être fin d'année ou l'année prochaine. Enfin, après, il y aura toujours des week-ends entre-temps, il faut en profiter aussi, mais on verra, je sais pas. Ouais, faut prévoir la veille pour le lendemain, c'est bien, c'est les meilleures vacances, ça. C'est ça, exactement. Sauf pour le budget, mais sinon, c'est les meilleures vacances. C'est ça. Écoute, est-ce que déjà, dans un premier temps, pour les gens qui ne te connaissent pas, Laurent, est-ce que tu peux te présenter, dire un peu ce que tu fais, ce que tu as fait, ton parcours et ce que tu fais maintenant? Est-ce que tu peux te Mhm. présenter, s'il te plaît? Et ben du coup, moi c'est Laurent Jourda, j'ai 30 ans, je suis du Gers, du Sud-Ouest, ça doit s'entendre un petit peu. Moi je Ouais, c'est m'entends exactement ce que j'allais dire. Un petit peu, un tout petit peu, les gens ils vont vite le reconnaître. Ça à va être peine. quoi, un accent du Sud-Ouest québécois, canadien après là? Ça va être sympa. Oula, non, ça je sais pas trop faire. J'ai des mots, tu vois, québécois, etc., que tu comprendras pas, mais après un accent, c'est compliqué. Il y a des choses différentes quand même. Du coup, je suis du Gers, j'ai un parcours atypique, on va pouvoir en parler. J'ai fait pas mal d'immobilier, pas mal d'investissements locatifs. Là, j'ai commencé une activité de marchand de biens. Je fais du courtage à côté, c'est pour ça qu'il y a ce podcast aujourd'hui aussi. Donc, un parcours plutôt classique, on va dire, dans l'investissement immobilier. Ouais, parce que toi, tu as commencé en tant que kiné. Moi, je connais le parcours de Laurent parce qu'on se connaît quand même. Et ouais, il a commencé en tant que kiné et du coup, on va dire, il a quitté sa profession libérale pour partir à 100% dans l'immobilier.
C'est exactement ça. J'ai fait 8 ans de kiné, j'en avais un petit peu marre. C'est un boulot passionnant, hein, c'est un boulot où on voit beaucoup de monde, etc. Mais l'immobilier a pris le dessus à un moment donné, quoi. Je me suis intéressé à l'immobilier depuis, on va dire, 5-6 ans, quelque chose comme ça. Même peut-être un peu plus, avec des lectures, des vidéos, des podcasts comme vous, des choses comme ça. Et petit à petit, ça a pris le dessus, ça m'a passionné et j'ai voulu me consacrer à aider les gens aussi, à accompagner les gens d'une manière différente. Là, à travers le courtage, par exemple, pour justement mais avancer un petit peu, parce que moi, j'étais bloqué à titre personnel et je voulais avancer d'une autre manière. Je voyais que moi, je pouvais pas investir, donc si je pouvais aider les autres d'une manière comme une autre, c'était intéressant, quoi. Parce que kiné, t'étais vite bloqué par ton temps de travail, j'imagine, non? D'un point de vue rémunération. Ouais, c'est surtout quand, oui, tu choisis pas en fait ta rémunération quand t'es kiné, de toute façon. Ta seule Parce que ça, manière ça, ça d'augmenter fait, ton. ça fait rêver ce que vous gagnez à la demi-heure ou à l'heure, non? C'est combien? En net dans la poche, il doit rester 8 balles ou 9 euros, non? Un truc du genre. En gros, suivant comment tu bosses, mais la base, tu prends un patient par demi-heure, donc 2 par heure. Ta séance, elle est à 16 euros, donc il te reste, Et ça reste 8 balles, quoi. ouais, il te reste ouais, entre 6 et 8 euros dans ta poche net par séance, quoi. Après, Ouh. C'est ça sinon, sinon, tu prends 3 patients en même temps, tu fais 80 heures par semaine, et là, tu te gaves, c'est sûr, mais ça dépend comment tu vois les choses. C'est toujours pareil. Après, l'idée, c'est d'être un bon kiné quand même, quoi. Tu peux ne pas être mauvais en faisant un autre rythme, mais à un moment donné, il y a une certaine éthique aussi, je pense. Bien sûr. C'est ce qui est compliqué dans le métier kiné, hein. Moi, je vois ma compagne, elle est kiné, tu vois, et en fait, tu es obligé de faire un nombre d'heures énorme pour pouvoir gagner un minima ta vie, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et pourtant, c'est un super métier. Moi, je trouve ça un métier magnifique, en fait, kiné. Mais en fait, c'est pas du tout valorisé en termes de salaire et de prix, en fait. C'est un truc de fou. Tu es obligé de prendre soit plusieurs patients en même temps, soit de faire du 8h, 21h tous les jours pour gagner à minima 3000 balles dans ta vie, quoi. C'est ça qui est Mm. compliqué, en fait. Du coup, toi, tu voulais lier l'investissement immobilier plus ça, bah, en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ou alors, il faut que tu travailles à 50% en tant que kiné et 50% immobilier. Mais tu as fait ça à un moment, non? Toi, c'est pas le cursus que tu as fait. Tu n'as pas fait à fond de kiné. Ensuite, tu as diminué la kiné et tu as fait de l'immobilier avec. Et après, tu as fait que de l'immobilier, c'est ça? En gros, c'est ça. Au début, je faisais 50-60 heures par semaine de kiné. Bon, ça me permettait d'avoir des gros revenus, surtout que j'avais des manières d'augmenter mes revenus. On va pas rentrer dans les détails de comment c'est payé, mais il y avait des manières d'augmenter les revenus, etc. Du coup, ça m'a Genre, permis, par deux contre, articulations, c'est ça, ou des trucs du genre, non? C'est pas... Comment? ouais, t'as des choses comme ça, mais ça surtout après avec les domiciles, où t'as des indemnités de domicile si c'est loin. En gros, en résumé, tu vas à un village qui a 10 km, t'as pas de cabinet de kiné à côté. Tu vois 10 personnes différentes dans 10 maisons différentes, t'es payé 10 fois l'aller-retour. Alors qu'au final, t'es allé qu'une fois dans le village et t'as juste fait entre les maisons. C'est des choses comme ça où ça te permet d'augmenter tes revenus, de jouer là-dessus. Et après, Mais voilà, du ça coup, c'est. 50, 60 heures par semaine, t'étais gavé d'argent ou c'était un salaire normal? Non, non, je vais pas me plaindre, C'est j'avais c'est des. pour situer les gens qui nous écoutent à peu près, qui se rendent compte, parce que tu vas leur dire que tu travaillais 50, 60 heures par semaine et que tu avais le temps d'investir dans l'immobilier et que tu as réussi à le trouver, mais la réponse qu'on va avoir, c'est oui, mais c'est facile s'ils gagnaient 15 000 euros par mois. Non, j'avais très bons revenus. J'étais entre 4 et 5 000, je pense, ce qui est des très gros revenus. Mais c'est surtout qu'à l'époque, moi, je travaille en campagne. Du coup, il y a des zones, en fait, ce qui s'appelle des ZRR, où tu payes pas d'impôts. Tu payes pas d'impôts pendant 5 ans et après, c'est dégressif. Donc, quand tu gagnes 60 000 à l'année, donc normalement, seul, tu payes, je sais pas, 12 000 euros d'impôts. Enfin, de toute façon, tu te fais assassiner quand tu es célibataire, pas d'enfant, etc. Mais moi, cet argent-là que je ne mettais pas dans les impôts, forcément, je l'ai mis de côté. Bien Donc sûr. ça me permettait de rassurer la banque avec de l'épargne. Ça, j'avais des gros revenus. On est des professions libérales, médicales, etc., qui sont vraiment chouchoutées par les banques. On est tranquille, Ouais, on parce que arrive toi, dans tu une auras banque avec toujours du ça. boulot, en fait. On Qui, aura toujours du boulot, les revenus sont fluctuants, même si on ne choisit pas le montant de la séance, enfin, le prix qu'on est payé. Je veux dire, si on veut travailler plus, si on veut prendre plus de patients, etc., on peut faire fluctuer nos revenus. Donc forcément, pour les banques, la prise de risque, elle est minime. Elle est minime, Donc tout à ça, fait. Et c'est ça qu'ils savent, en fait. Ils savent que vous pouvez avoir un impact sur tes revenus. Donc, si jamais un jour tu as un coup de moins bien à une période, eh ben, tu sais que tu peux essayer d'impacter, on va dire, ton travail sur ton salaire. En tant qu'un salarié classique, bah, s'il gagne 2500 € par mois, il gagne 2500 € et ça s'arrête là, en fait. Mais c'est c'est un exactement beau ça. métier, c'est vrai que c'est un beau Mm. métier. Et du coup, tu as zéro regret là pour l'instant. Après, tu peux reprendre quand tu veux, je suppose, mais t'as pas de regret pour l'instant d'avoir arrêté?
Ben, au départ, j'avoue que le revenu de kiné me manquait un petit peu. Mais après, oui, le relationnel avec les gens, tu vois des gens toute la journée, c'est quand même intéressant. Après, c'est plus le comportement des gens, mais de manière générale en France, qui se dégrade petit à petit, où justement, comme nous, on est des métiers où il y a le tiers payant en majorité, les gens connaissent pas le prix de la séance, ils ont pas la valeur de la santé aujourd'hui. Je veux dire, demain, tu vas aller chez ton médecin, tu y vas, tu veux y aller après-demain, tu y reviens, etc. Parce que de toute façon, tu payes rien, ou alors tu payes 50 centimes ou 1 euro que tu vois pas. Comme c'est la Sécu qui paye tout, etc., ben, tu as une sorte de surconsommation qu'on a comme partout en France. Et comme ici, en fait, ben, justement, au Canada, aux États-Unis, etc., ils ont une surconsommation sur d'autres choses. Mais tu consommes, tu consommes, tu consommes parce que tu vois pas ce que tu payes, vu que tu payes pas réellement. Bien sûr. Et C'est ça, ouais, ça, c'est ça le gros problème, hein. Ouais. mais forcément, c'est un peu comme les formations ou tout ça. C'est que si tu payes rien, tu t'impliques moins dans la chose. Alors que dès que tu avances des sous, dès que tu les sors de ta poche, ben, tu vas plus t'impliquer, tu vas avoir de meilleurs résultats, etc. Enfin, après, c'est du mental, mais Ah, clairement, les gens qui ont une formation, on leur donne la formation et la personne qui va payer la formation, bah, le gars qui va payer la formation, c'est sûr qu'il va se bouger le cul. Parce qu'à partir du moment où tu n'as pas sorti un centime de ta poche, tu vas pas te sortir le doigt du cul et faire la formation, en fait. Ça, c'est clair, c'est clair et net. Bah, c'est pareil, c'est clair, c'est pareil pour les kinés, c'est pareil pour tout ça, ouais. Quand le gars il va chez le kiné, il y en a, ils prennent ça pour une salle de sport, ils se disent, bon, moi j'ai ma salle de sport qui est remboursée par la Sécu, quoi, clairement. Sa séance de massage et tout. C'est Ouais, exactement ça. c'est clairement, ça. clairement, franchement. Typiquement, le patient qui vient, ouais, moi je veux que du massage, ben, va chez l'esthéticienne. Enfin, à un moment donné, c'est pas notre métier. Ouais, mais c'est Hein, payant. Ouais, mais c'est ça, mais clairement. c'est Mais ça, c'est pas après, le même ils tarif. ils se rendent pas compte que c'est pas la même chose entre un masseur kinésithérapeute et un massage thalasso, ça n'a strictement rien à voir en fait. Vous, c'est de la rééducation et, euh, et du rétablissement. Les autres, c'est plus du confort, on va dire. Donc. Mm. Mais bon, les gens, ils voient masseur dans le nom, donc ils se disent, bon, on va prendre un petit massage, on va aller à thalasso et puis on va être bien, quoi. Non, c'est exactement ça. Non, mais c'est pour ça. Mais après, c'est un métier, voilà, qui me plaît, qui me plaisait, qui me plaît toujours. Mais ça m'a permis, voilà, d'aller vers l'investissement immobilier assez facilement, de débloquer du crédit à une époque où le crédit était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, on va dire, où on pouvait enchaîner, où les méthodes de calcul étaient différentes. Donc j'en ai profité à fond et après j'ai diminué mon activité de kiné justement pour avoir un petit peu une vie quand même à côté. Donc forcément mes revenus ont diminué, mais entre-temps j'avais quand même pas mal investi. Donc j'étais arrivé à un point où les banques me bloquaient par rapport à mon endettement, par rapport à l'encours, etc., quoi. Parce que toi, tu as commencé, tu disais, je me rappelle plus, il y a Ouais, 7-8 ans, l'investissement immobilier, c'est ça? parce qu'on a perdu tout le monde. J'ai acheté mon premier bien, c'était ma résidence principale, c'était en 2016. Bon, avec toutes les erreurs du monde, j'étais pas formé en immobilier, donc Tu on t'es formé passe. quand, toi? En 2018? Avant moi, toi, t'as commencé. Toi, tu fais partie des premiers, toi. C'est ça, ça devait être 2017-2018, Ouais. quelque chose comme ça, à peu près. Ouais, ça devait être à peu près ça. Ah merde, il s'est barré. Ah, on a perdu 2017. Mathieu. Yes, bon, vas-y, on continue. Du coup, on disait, qu'est-ce qu'on disait? Ouais, t'as commencé en 2018, toi, l'immobilier, c'est ça, l'investissement immobilier, ouais. Et du coup, t'as commencé, toi, explique-nous un peu quel type de bien t'as acheté, quelle était ta stratégie quel était ton objectif et ta stratégie dans l'investissement immobilier. Je vais commencer juste par résumer mon mauvais investissement, c'est-à-dire ma RP de base en 2016 avant que je sois formé, pour justement aller sur le reste par la suite. Donc j'avais acheté ma RP, pas de négociation, coup de cœur, comme beaucoup de gens, beaucoup coup de cœur. Je regarde pas le prix du marché, j'achète parce que je cherchais depuis un mois, je trouvais rien et là c'est arrivé, pam, j'ai pris. J'ai mis beaucoup d'apports, j'ai fait un crédit court sur 15 ans. J'ai pas mis les travaux dans le crédit, j'ai pas mis les frais de notaire dans le crédit. C'est vrai, toi, t'avais fait la totale sur ta RP. Ouais, j'en dis n'importe quoi. J'étais pas formé, donc c'était ce qu'on entendait des gens. Faut pas faire de crédit, il faut faire des crédits courts, faut vite rembourser, etc. Donc là, à ce moment-là, j'étais pas formé, on était en 2016. Après, je me suis mis à écouter, je sais pas comment d'ailleurs, plein de vidéos sur YouTube, lire des magazines sur l'investissement et la finance, ça m'a toujours passionné. Et du coup, j'ai investi, ça devait être, je crois, 2018, le premier appartement. Donc, petit appartement, budget 51 000 euros, tout compris, frais de notaire, etc. Et donc, on va commencer, on va dire, la liste de merde que j'ai eue pour parler poliment sur mes biens. J'achète, Ouais, hein, c'est en faisant rien qu'on n'a pas de problème, hein, en général, c'est mais ça, hein. exactement ça. Mais après, on apprend petit à petit, on prend des leçons. Donc, je signe chez le notaire, tout se passe bien pour les crédits, crédit facile, mon endettement était bon, enfin, tout tranquille.
Donc je signe chez le notaire, je récupère les clés, 3 jours après je vais dans le bien et en fait il y a eu un dégât des eaux Ah entre oui, le c'est vrai. compromis et l'acte de vente. Donc cadeau. Donc vis caché normalement. Après j'ai fait l'erreur en fait de pas aller visiter le Bah, bien visiter. Ouais, avant de juste la avant de signature. signer. Donc, vis caché, ça part en procédure, etc. avec l'avocat. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai rien eu en fait. L'ancien propriétaire ne m'a rien payé quoi que ce soit, alors qu'on avait toutes les preuves. Il y avait, en gros, pour résumer, premier étage, dégâts des eaux au niveau du sol chez moi dans la salle de bain. Donc le local commercial du rez-de-chaussée, forcément, ça s'est écroulé au niveau du plafond. L'assurance est entrée en jeu chez eux, etc. Donc on a toutes les preuves comme quoi il y a eu un dégât des eaux entre le compromis et l'acte. On a les dates, on a tout. Mais je sais pas ce qui s'est passé au niveau du procès. J'ai rien. Je sais pas l'avocat comment elle a fait son boulot. Enfin bref, ça c'est des détails, hein, mais c'est des détails qui m'ont coûté entre 4 et 5 000 euros de travaux. Ah, Et c'est toi qui as surtout payé du coup. et c'est moi qui ai payé. Et des mois de loyer à moins, quoi. Où j'avais pas de locataire ni rien. Enfin bref, Ah putain. ça commençait bien. C'est là où il est important quand même quand on investit, d'avoir de l'épargne de côté, quoi. Même si c'est pas des grosses sommes, il faut toujours avoir un petit peu d'épargne pour pouvoir Ben, pallier c'est ce à qu'on dit. tous les problèmes. C'est ce qu'on dit, hein, tu vois, il y a tout le monde qui dit vous avez un SMIC, vous avez 0 € d'épargne, allez-y, mais franchement, quand tu as un minimum d'épargne, 10 à 15 000 € de côté, je peux te dire que tu y vas beaucoup plus confortablement et tu es quand même beaucoup plus serein. Parce que tu as un imprévu comme ça, bah, tu tapes un peu dedans, voilà, tu prends 4 5 000 €, tu sais qu'il te reste 10 000 € et puis tu es tranquille. Mais un gars qui a pas un rond et qui est comme ça, il se dit ouais, putain, j'ai mon premier investissement immobilier, il faut que je Ouah, sorte c'est 5 000 suicidaire. euros. Ah ben ouais, franchement, c'est pour ça que nous, on conseille souvent de commencer par faire théoriquement un achat-revente qui te permet d'avoir de l'épargne de côté avant d'investir dans du locatif. Parce qu'au moins, tu as une enveloppe, tu as un matelas de sécurité qui te dit, OK, si tu as un problème, tu viens taper dedans. Et au moins, tu viens résoudre tes problèmes comme ça. Mais ouais, Ouais, ou clairement. avoir de la trésor, mais pas y aller avec juste sa bite et son couteau, s'endetter, voir la gueule, et puis en cas de souci. Parce que du coup, je sais pas s'il y aura le son pour moi avant, parce que j'ai pas Ouais, ça a entendu tout ce que tu as coupé. raconté, et c'était donc ton premier investissement, c'est ça? Exactement. C'était mon Eh premier ben, investissement. Ça commençait c'est bien, quoi. sympa. Là, Il a fait il y en a qui auraient abandonné, je pense. T'as Mais tu sais quand que même continué après. j'ai Ouais. failli avoir la même chose, moi, sur mon premier appôt, hein. J'ai visité la veille de la signature et j'avais eu un dégât des eaux, justement. Mm. Et c'est le gars qui l'a pris en charge. Mais ouais, oui, mais clairement, ça, au moins les prochaines acquisitions, je suppose que tu as visité avant de signer, quoi. Mm. Exactement. C'est là, Après, c'est l'avantage. il y a des immeubles que j'ai achetés où j'avais pas visité tous les appartements parce qu'il y avait des locataires en place. D'ailleurs, il y a des biens que j'ai achetés en 2018, je crois que c'était ou 2019, je sais jamais la date, c'est entre les deux. Et il y a un appart que j'ai vu pour la première fois il y a pas longtemps, on est en 2023, quoi. Le Ah locataire ouais, est bah, j'ai parti. la même chose. Mathieu est pas mal aussi dans ce sens-là. Ouais, il y en a un que j'ai acheté, je crois, en 2017, et le locataire vient de partir. Je viens d'avoir des photos. Bon, bah, faut refaire l'appart, hein. Mais je l'avais jamais visité, le gars. Ça fait 6 ans qu'il était là. Nickel, ça payait et tout. Bon, là, il est parti, il a rincé le truc. Mais j'avais jamais vu. Ah, c'est ça. Bon, après, c'est des risques à prendre. Après, les risques, ils sont faibles, ils sont pas faibles. Parce que quand tu te retrouves avec un appart entier, si vraiment tout est pété, tout dégradé, etc. Mais bon, si tu as de l'épargne de côté ou si tu l'as anticipé quand tu as acheté, tu as prévu que potentiellement il y allait avoir des travaux, etc., tu as toujours des solutions. Pareil, Tout à fait. quand il arrive un problème comme moi sur le dégât des eaux, oui, il faut de l'épargne de côté, mais tu as des solutions au niveau du crédit quand même, au niveau de la modularité pour suspendre les échéances pendant quelques mois, pour les réduire. Il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place et que les gens oublient souvent parce que le problème quand tu fais un crédit immobilier, tu regardes tes conditions générales, mais tu as 70 pages, donc tu oublies. Tu vas lire une fois parce que voilà, tu veux regarder s'il n'y a pas des petits trucs, mais après, la moitié des choses, tu les comprends pas, la moitié des autres choses, tu les as lues à moitié, et voilà, mais il y a toujours des solutions, on va dire. Il y a toujours des Ouais, et solutions. puis après, on peut refaire des emprunts. On peut toujours se démerder. Bah, là, je suis en plein dedans là parce que j'ai cramé ma trésorerie l'an dernier de manière pas mal sur des conneries et notamment sur quelques toitures et autres. Et j'ai pas mal de travaux à faire sur un immeuble qui a cramé. Et je suis en plein dedans là de rechercher un crédit hypothécaire autre. Alors oui, ça va coûter cher, mais en face, je vais avoir un loyer qui va rentrer, je vais le couvrir largement. Et je dirais, ça va revenir quoi. C'est juste que c'est un peu relou. Et j'avais Ouais, profité, moi, des suspensions de crédit au moment où j'ai vu aux infos pendant le Covid, ah oui, et puis les banques pourront suspendre les crédits Ah, ouais, allez. sans condition. Alors là, je me suis pas gêné, j'ai envoyé un mail aux 2-3 banques qui me finançaient. J'ai dit, voilà, donc à cause du Covid, j'ai tous mes locataires qui partent, ce qui était absolument faux. Je voudrais suspendre tous les crédits et je m'étais fait 3 ou 4 mois de trésorerie. C'était pas mal.
J'ai fait la même chose. Et j'ai refait la même chose là, il y a quelques mois, parce que pareil, j'ai cramé toute ma trésorerie entre du marchand de biens, enfin, donc la trésorerie est partie de l'entreprise, et d'autres soucis, où j'ai eu des grosses échéances à payer entre les travaux, les taxes foncières qui ont augmenté, etc. Du coup, j'ai resuspendu mes crédits pendant 6 mois, là, ça vient de se finir, je crois, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité aussi. C'est dans les conditions générales du prêt, donc la banque, en théorie, ne peut pas le refuser. Il y en a certaines qui le refusent quand même, et moi, j'ai le cas d'une banque qui n'a pas voulu me le faire. Mais faut en Et moi, j'ai le profiter de temps cas. en temps. Hmm. J'ai le cas en ce moment, avec mon bien, là, le bien où j'ai un problème, on est en procédure. La banque, en fait, elle m'a dit, pour que je puisse suspendre le crédit, il faut que je paye un avenant dû au, je sais pas, c'est un pourcentage du capital restant dû. J'avais jamais entendu ça. Il y a des banques qui le facturent. Il y a des banques gratuites et il y a des Donc, banques qui le facturent. Donc, ah, donc en gros, je dois payer, je sais pas, 3000 balles pour avoir du différé à l'instant T sur mon crédit. Mais je dis, c'est débile, 3000 balles, autant que je paye mes mensualités, en fait, c'est pour payer 3000 balles. J'ai des mensualités à 700 euros, 3000 balles, je peux m'en sortir pendant quelques mois déjà. C'est complètement idiot, en fait. c'est ça. Mais je savais pas, tu vois, qu'il y avait certaines banques qui le faisaient payer, voilà, un avenant à ton crédit, bah, tu dois payer un pourcentage du capital restant dû. On Totalement va fou. quand même pas rater une occasion de gagner de l'argent. Attends, Ouais, carrément, carrément, surtout par les temps qui courent. c'est clair. Ok, d'accord. Et du coup, après, tu as acheté d'autres biens, tu as acheté des immeubles, c'est ça, tu as acheté d'autres biens après, c'est ça? Ou tu as eu C'est ça. quelques couilles? Quelques couilles après. J'ai un petit peu tout eu, quoi. J'ai acheté ensuite, ça c'était, je crois, juillet 2018, cet appartement. Donc tout se passait bien, hein, comme j'ai raconté. Pendant, je pense, 1 an et demi, j'ai pas eu de locataire, du coup. Parce que le temps de faire la procédure, etc., que ça avance, c'est un bordel. Mais c'est la France, là-dessus. Ils sont un peu débordés dans les tribunaux, ils essayent d'alléger, mais c'est compliqué, quoi. Dès que tu as une procédure, c'est long, c'est long, c'est long. Et du coup, j'ai enchaîné, c'était 8 mois plus tard, quelque chose comme ça, février-mars, j'ai acheté 3 immeubles en même temps, pratiquement à un mois d'intervalle. 2 gros immeubles sur Pau, tu parlais de Pau tout à l'heure, et un autre immeuble dans un département limitrophe. Donc, bon, un bel immeuble, on va dire, avec des gros travaux, où là, j'ai eu pas mal de soucis aussi, hein. L'entreprise qui a pas fini les travaux, des impayés, du deal, qu'est-ce qu'il y a eu, du C'est sympa, dis cambriolage, donc. des Ouais, je pense que locataires. Laurent, il fait partie des investisseurs, je pense qu'il coche toutes les cases de toutes les merdes qu'on peut avoir dans l'immobilier. Je Ça, pense c'est qu'il ça, en a eu, moi. ouais, je Presque, pense qu'il a eu beaucoup. il me manque le feu, Qu'est-ce que tu vois. c'est ce que Ah, j'allais bah, dire. c'est sympa. Moi, j'ai fait. C'est très agréable. Non, en fait, le feu, il est pas problématique. Enfin, il est pas problématique. Je pèse mes mots, hein. Pour les appartements qui sont brûlés, il est problématique pour tout ce qui est autour. Tu vois, moi, ça a cramé en plein milieu d'un immeuble de 12 appartements. J'en ai 2 qui ont brûlé entièrement. Donc, l'assurance me les refait nickel. Et les 10 appartements qui sont autour étaient achetés loués dans un état où on savait, ce qu'on a acheté avec Roxane, ma compagne, on savait qu'on devait refaire au départ des locataires petit à petit. Mais le petit à petit était important. Et en fait, là, on se retrouve avec 10 appartements qui sont vides, où l'assurance nous a à minima repeint les appartements, parce que ils ont été soit inondés, soit enfumés. Donc, j'ai eu le droit à un coup de peinture à minima partout ou des morceaux de placo par endroit. Mais globalement, je me retrouve avec 10 appartements où j'ai juste la peinture qui est propre, mais les sols sont dégueulasses, les cuisines sont dégueulasses, les salles de bain sont pourries, et il faut tous les refaire. Sauf que c'est pour ça que je charge de la trésorerie en ce moment. C'est pas gênant quand il y en a un, tu vois. Mais là, quand il y en a 10 d'un coup. Ouais. Et en plus, le dérapage de délai, parce que l'assurance te couvre les loyers que tu ne touches pas. Mais en fait, elle couvre les loyers que tu touches pas sur la durée du chantier. Du chantier concernant l'incendie. Les chantiers des appartements ou autres à côté, ça la regarde pas, tu vois, que tu mettes 3 ou 4 mois à refaire les sols et tout. Donc c'est bien, enfin c'est bien. C'est pas trop chiant et en même temps, ça peut être des galères supplémentaires, quoi. Ah oui, bah, t'as intérêt d'avoir les reins solides et d'avoir les fonds pour pouvoir continuer les travaux, quoi. Autrement, C'est t'as un ça. immeuble de 10 appartes qui est vide et qui te fait aucune rentrée d'argent. Exactement. C'est exactement ça en ce moment. Ah putain, quel Euh, merdier. Mais c'est bien l'immobilier autrement. Mais on a des couilles, mais on est tous passés par là, c'est normal. Moi, j'ai eu plein de merde avec les travaux, et j'en ai encore d'ailleurs. Mm. Et voilà, on a tous eu des merdes. Parce que maintenant C'est- qu'on passe, que ça fait 20 minutes qu'on parle de mauvais trucs, tu veux pas nous raconter, t'as bien dû faire au moins une très bonne affaire ou un truc duquel t'es très content en immobilier, tu veux pas nous parler de ça? Ah, attends, je la cherche. Non. Je dis ça, je sais pas, on se connaît pas, on se connaissait pas avant, mais Attends, mais attends, mais il va finir sur son parcours immobilier, sur ce qu'il a acheté, parce que j'étais en train de penser à un truc que tu avais acheté à l'étranger.
Ouais, ça aussi, on peut en parler un instant. Mais en gros, bon, du coup, sur Ça a cet attisé immeuble. ma curiosité. Vas-y. Ça va Donc, t'intéresser. ouais, les galères là sur ces immeubles-là, les travaux pas finis, les impayés, le deal, cambriolage, mes locataires qui m'ont cambriolé d'autres appartements qui n'étaient pas encore loués, qui étaient meublés, donc ils ont piqué les trucs dedans. Est-ce Qu'est-ce que qu'ils ont j'ai. mis ça dans leur appartement qui était genre littéralement en face sur le même palier ou pas? Un Quand petit tu dis qu'ils t'ont peu. cambriolé. Ouais, mais c'était compliqué. Moi, j'ai dénoncé mes locataires pour le deal, etc. Un jour, j'étais en train de bosser un lundi au cabinet, et là j'entends, oui, brigade anticriminelle de Pau, bonjour, la BAC qui m'appelait. Oui, demain on vient chez vous, on va péter les portes chez deux locataires, on va les interpeller à 6 heures du matin. On vous, Ah, Impeccable. génial. on vous appelle parce que bon, c'est vous qui les avez dénoncés, donc on vous fait confiance, etc. Donc pour la configuration des lieux, mais comme dans les films, quoi. Enfin, bref, j'ai eu Exactement. ça, j'ai eu des toitures qui se sont envolées, des dégâts des eaux, c'est vraiment le fléau, ouais. Il y a beaucoup de dégâts des eaux quand Des même sur toitures qui se sont envolées. sur les, ouais. Et là, en ce moment, tu vois, je gère un potentiel effondrement sur un immeuble. Donc j'ai la mairie, il y a pas de mise en péril, mais il y a la mairie qui est dessus aussi. Ça me J'ai les fait plaisir parce que assurances. j'ai Ouais, l'impression de galérer en ce moment, mais finalement ça va. Ah, mais voilà, les gens qui vont nous écouter, ils vont dire, bon, ça va, nous, on a eu un petit souci de dégâts des eaux, c'est pas très grave. Oui. Ils vont surtout se dire, j'achète jamais d'immobilier, je me casse, retourne à l'usine. tu vois, Non, mais le non, regarde, local, il est pas mort, hein. Il est pas mort, Laurent, il en sourit, ça se passe bien, voilà, c'est des épreuves difficiles, mais ben, j'avais beaucoup d'épargne qui a fondu, quoi. C'est ah, surtout voilà, ça, c'est ça. le problème, il est là. J'avais mis beaucoup d'épargne de côté, ce que je disais tout à l'heure, je payais pas d'impôts au début, donc ça m'a permis d'avoir une sacrée épargne de côté. Mais c'est parti là-dedans, quoi. Heureusement que j'ai monté une activité de marchand de biens à côté, même si je fais pas beaucoup d'opérations ni rien, mais ça va compenser tout ça. Mais ouais, il y a des galères dans l'immobilier, il faut avoir de l'épargne de côté. Après, c'est de belles choses aussi, c'est-à-dire que si tu achètes bien, tu as un capital qui s'amortit, tu as des plus-values, tu as des loyers qui rentrent, des crédits qui s'autofinancent. Enfin, à côté, tu te fais un gros patrimoine aussi grâce au Exactement. crédit, justement. Enfin, ce qu'on va aborder Parce après. que là aujourd'hui, globalement, ton patrimoine il tourne ou pas? Enfin, je veux dire, il tourne. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. J'ai eu des galères qui ont mis du temps, hein, vu tout ce que j'ai dit, il y en a eu un paquet, donc à un moment donné, je les ai cumulés. Donc ça a mis du temps, on va dire, à tourner réellement, à me faire de l'argent, etc. Enfin, en tout cas, que j'en rajoute pas tous les mois. Mais là, on est pas mal. Bon, à part ce problème d'effondrement à gérer, donc il a fallu reloger les locataires en place. Il faut payer Encore un les, détail. faut payer les travaux. Ouais, ça te coûte un bras quand tu cherches un Airbnb ou autre pour les reloger, parce que l'hôtel c'est trop cher, même le Airbnb. Sur un mois, j'ai trouvé un truc entre 8 et 900 euros, ce qui est pas mal, mais c'est un studio, quoi. Ah, la Là, vache. c'était le moment, il fallait acheter plein d'apparts à mettre en Airbnb et puis les louer à Laurent. T'appelles Laurent, c'est ça? Mais C'est ça, oui. j'ai trouvé un propriétaire justement qui avait 2 appartes sur Pau et qui me loge des locataires. Lui, il est content. Il a des locataires en Airbnb pendant un mois et demi. Et il m'a dit, ah, d'ailleurs, j'ai un troisième appart qui se libère là, si vous voulez. Pas fou le C'est mec. le partenaire, les gars, c'est son partenaire Ah, direct. grave. Non, mais voilà, Et, c'est des galères là, mais ça tourne. Non, maintenant, ça tourne quand même pas et mal. du coup, quand t'as ces galères-là qui arrivent, parce que du coup, t'en as accumulé pas mal à un moment, mentalement, t'étais comment? Enfin, est-ce que, je sais pas, ça a été compliqué, t'as appris des trucs sur toi, niveau relationnel, je sais pas, ça peut entraîner plein de trucs finalement, C'est en fonction compliqué. de comment on perçoit les galères. C'est compliqué parce que t'as un gros aspect financier. Tu vois, l'impayé, etc., c'est pas. Enfin, c'est rien. Franchement, aujourd'hui, tu me dis un impayé, ça fait chier, mais c'est rien du tout. Ouais. C'est des petites sommes. Ça se cumule, c'est des grosses sommes au final. Je veux dire, c'est rien. Le plus compliqué, c'est quand t'as justement, comme là, l'effondrement. J'ai reçu le devis ce matin, qui est pas élevé parce que j'ai un très bon artisan qui est correct, qui veut pas m'entuber. Mais tu reçois un devis, t'as 11 ou 12 000 euros à payer, plus la relocation des locataires, plus tout ça. Là aujourd'hui, je sais pas si l'assurance va prendre en compte ou pas, ben, du coup, il faut que je trouve cet argent que j'ai pas forcément à l'heure actuelle, en tout cas pas disponible immédiatement. Et voilà, le plus compliqué à gérer, il est plus là-dessus. Parce qu'au début, les impayés, c'est chiant, c'est dur à gérer. Enfin, tu crois que c'est dur, ça se gère facilement. Tu as des trucs à mettre en place, tu délègues de toute façon, et ta gestion immobilière, à un moment donné, tu passes par des agences et tout ça. Mais non, ça a été compliqué. Maintenant, aujourd'hui, une galère, c'est pas une broutille, parce qu'il faut sortir l'argent, il faut le trouver. Mais je veux dire, je le prends bien parce que derrière, je sais que j'ai des plus-values, je sais que j'ai acheté comme il faut aussi, j'ai fait les bonnes choses, j'ai des crédits qui n'ont pas coûté cher. Il y a toujours des moyens de revendre. Oui, on peut pas revendre du jour au lendemain, mais tu peux, si tu as bien acheté, tu sais que tu revendras plus cher que ce que ça t'a coûté.
Bien sûr, bien sûr. Et Et puis tu récupéreras de l'argent. c'était les locataires qui ont payé ton crédit pendant ce temps. Donc en fait, tu as de l'argent qui se crée. Parce que c'est ce qu'on disait avec Mathieu. Beaucoup de gens sont attirés et omnibulés par le mot cash flow. Mais des fois, tu fais 100 euros de cash flow ou 50 euros de cash flow, mais les gens, ils voient pas qu'ils sont en train de capitaliser du crédit et capitaliser des biens immobiliers en fait pendant tout ce temps. Et le Surtout jour où dans tu vas revendre, c'est ton locataire qui t'a payé ton crédit. Et si Donc tu as ça, c'est bien acheté, au pire, tu peux toujours revendre plus cher que ce que tu as acheté. Donc, par contre, ça fait chier. Parce que moi, je me suis posé la question, là, j'ai trouvé une solution, mais je me suis posé la question d'arbitrer des trucs sans en plus rentrer dans la question du délai. Parce qu'évidemment, quand tu as une galère, t'as pas envie de la résoudre dans 6 mois, tu as envie que ce soit fait la semaine prochaine. Donc, quand on te dit, bah, vends un bien, ouais, mais en fait, vends un bien 4 à 5 mois, mais même si en ayant bien acheté, en ayant un petit bout de plus-value, tu sais qu'au pire, tu revends, tu payes tes galères, et dans le pire du pire, tu retombes à peu près à zéro, et c'est juste chiant parce qu'il faut repartir, mais tu as des solutions. Alors par contre, ce que les mecs qui ont acheté très cher dans un endroit où ça valait pas cher parce que, je sais pas, il y a un CGP qui leur a vendu le bon truc, ça doit être plus chaud. Ouais, ou t'en as certains qui ont acheté une rentabilité et pas un prix au mètre carré. Donc t'achètes un truc qui est Ouais. hyper rentable à 12-13%, mais si tu l'as payé 200 000 alors que ça en vaut 170, avant que le marché il a pas remonte intérêt de le autant, vendre. Ouais, il n'a pas intérêt de le vendre, il a intérêt de le garder. Mais ça, c'est beaucoup de gens, hein. Moi, il y a des gens qui m'ont proposé un immeuble. Ouais, Jérôme, j'ai un immeuble 15% de rentabilité. Je fais les calculs, je fais, écoute, mon garçon, tu es à 1000 euros du prix du mètre carré, plus cher que le prix moyen, en fait. Donc, moi, si je le revends demain, je perds de l'argent, en fait. C'est ça que tu comprends pas. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils achètent une renta, mais ils se rendent pas compte que si jamais ils ont un problème et qu'ils doivent vendre leur bien, ben, ils vont perdre de l'argent parce qu'ils auront fait un crédit qui est supérieur à la valeur du bien, en fait. Totalement. c'est ça. Puis il y a Clairement, aussi ceux qui calculent la rentabilité sur le prix d'achat. Donc ils mettent pas les frais de notaire, ils mettent pas les travaux, ils mettent pas tout ça. Bah, comme ça, tu pètes toutes les rentabilités, c'est ah cool. ouais, ils ont Ah, des mais grosses là, rentas, les mecs. là, j'ai financé il y a pas longtemps quelqu'un sur Pau justement avec une entreprise de clés en main qui est là-bas. Quand j'ai vu le papier, je lui ai refait tous les calculs. C'était le papier de l'entreprise de clés en main qui a pignon sur rue et tu vois les calculs, ils mettaient pas les travaux dedans. Enfin, dans le prix au mètre carré, t'avais pas tes frais de notaire non plus. Enfin, t'avais pas ton prix global du projet. C'était du gros n'importe quoi. Et tu regardais le cash flow qu'ils mettaient, ah ben oui, il est énorme, forcément. Et, ils gonflent les Ouais, mais alors loyers. ça, les entreprises de clés en main, je suis sûr qu'il y en a qui font des projets très bien. Mais C'est souvent, ça. tu reprends le calcul, tu reprends le détail. Putain, c'est quand même pas fou, quoi. Alors après, les projets sont magnifiques, sont beaux ou autres. Enfin, de ce qu'on voit, j'en ai jamais vu en vrai de mes yeux, hein, mais c'est vrai que le calcul de cash flow et la renta, finalement, tu te fais quand même un peu exploser le cul, quoi. Ça dépend. T'as Ouais. des trucs qui sont très bien. J'en ai vu qui faisaient du projet clé en main, etc. C'était très bien. Les chiffres étaient bons. Tout avait été, on va dire, pris avec des hypothèses pessimistes, etc. Tout était bien. Mais t'en as d'autres, ouais, il faut faire gaffe, quoi. Mais le problème, c'est que c'est pas. Il faut recalculer des fois derrière eux, au moins les loyers moyens, etc. Parce que des fois, ils abusent un peu. Mais normalement, c'est pas ce que tu leur demandes. Parce que toi, tu prends une entreprise clé en main justement pour tout déléguer, parce que t'as pas le temps, pas l'envie ou parce que tu connais rien. Donc, Bien sûr, clairement. Clairement, clairement. Pour finir sur ton parcours, tu veux nous donner peut-être un dernier bien que tu as acheté ou tu veux pas en parler peut-être, je sais pas. Toi qui vois. si, si. Du coup, à titre perso, j'avais acheté tout ça et après, on a fait une construction à Bali à plusieurs. Construction d'une villa. Ça a mis du temps à être Ça a mis construit, du temps, hein. l'administratif, etc. Par contre, aujourd'hui, ça tourne bien. Là, c'est parti en location depuis octobre l'an dernier, donc c'est quand même récent. Et t'es content, du coup? Ouais, je suis content. Enfin, je suis content. Je suis content, oui, mais après, si c'est à refaire, je sais pas si je le referais. Dans le sens, c'est très bien, en fait, c'est des pays exotiques, etc. Ça donne envie, c'est des villas, enfin, magnifiques, hein. Quand tu vois le prix de la villa, là, même ici, elle te coûterait, tu vas monter entre 3 et 5 fois plus cher, je pense. Ouais, c'est sûr. Mais le problème de l'investissement à l'étranger, c'est bien en faire dans un cas comme le mien, par exemple, où j'étais bloqué au niveau français, en fait. Où je pouvais plus emprunter en France, donc à un moment donné, j'avais un peu de cash, je l'ai mis à l'étranger. Et, mais après, je le conseillerais pas à quelqu'un qui débute. Parce qu'aujourd'hui, sur de l'étranger, tu peux pas faire de crédit la plupart du temps, sauf si tu as un patrimoine derrière, ou sauf des biens, on va dire, en Europe, où tu peux trouver quand même des banques qui te suivent. Sur des investissements exotiques comme ça, la politique du pays peut changer, donc tu sais pas ce qui peut se passer. Mais c'est surtout que tu mets ton Ouais, parce cash. que vous n'êtes pas propriétaire du terrain, il me semble. J'avais Ouais. regardé Bali, les investissements, je Mm. pense que enfin, c'est Magnitude et ces gars-là. Et je me souviens que j'avais creusé pas mal quand ça en parlait dans tous les sens sur les réseaux. Et c'est vrai que ce côté, t'es pas propriétaire du terrain est un peu spécifique quand même. Même si je pense que juridiquement, ça peut être bien calé. C'est exactement ça. Mais
En soi, je pense que c'est quelque chose qui va se développer en France petit à petit. Je sais qu'il y a des communes qui voulaient le mettre en place, où en fait elles voulaient garder la propriété du terrain et te louer pour des sommes ridicules, on va dire, mais comme ça, tu n'avais pas forcément des étrangers ou autres qui venaient bloquer des terrains dans les communes, etc. Ouais. Là-bas, c'est le même principe. Tu payes ton loyer à l'avance, donc tu payes des loyers sur 20 ans, 30 ans, etc. Donc tu n'es pas propriétaire du terrain, mais par contre, les rentabilités, elles sont très bien. Là, tu vois, nous, on est sur un projet qui nous a coûté 420 000. On est 7 dessus. Et en gros, sur 2023, je crois que déjà prévu, donc les locations qui sont déjà faites, plus qui ont déjà été réservées, je crois qu'on est à 70 000 sur l'année. C'est du chiffre d'affaires, Oh, oh. c'est pas du net. Tout à fait. Ouais. Mais on est au mois de juin, Ouais, mais ouais. on Ouais, est c'est déjà à presque 20% de renta brute. Donc C'est aussi un truc qui m'avait un peu freiné. Bon, outre le fait que j'avais pas 200 ou 300 000 euros en cash à mettre, qui est un point légèrement bloquant, hein, accessoirement, mais c'était le côté, du coup, j'ai eu l'impression d'en voir pousser partout sur le réseau des mecs qui vendaient des villas. Alors, il y avait Magnitude qui a une grosse communication et j'étais ciblé par les pubs et d'en voir 2 ou 3. Et ce qui me faisait un peu peur, c'est la saturation du marché. Après, Bali, j'y suis jamais allé et je me rends pas du tout compte. Et en fait, de mon point de vue à moi ou de ma fenêtre ici, j'ai l'impression que du coup, il y a une villa tous les 15 mètres carrés. Et je me dis, est-ce qu'il y a assez de place pour tout le monde ou pas? Et bon, bah, finalement, ça a l'air de quand même bien se louer, quoi. Ça se loue très bien. Après, je pense que c'est une affaire de marketing derrière aussi. Mais après, oui, il y a beaucoup de villas qui ont poussé. Mais tu as beaucoup de villas, je pense, qui ont poussé entre 1 et 4 chambres. Parce que forcément, c'était des tarifs qui étaient plus bas. Nous, on est sur une 6 chambres, donc déjà, il y en a moins, il y a de la Ouais. concurrence. Il y en a eu de plus en plus aussi. Mais forcément, t'as pas la même concurrence, etc. Après, c'est à voir sur la durée. Forcément, les premières qui ont été faites, qui ont plus de notes sur Airbnb, Booking, etc., elles sont plus mises en avant. Donc, elles auront plus de locations que celles qui vont arriver maintenant, enfin, ceux qui commandent aujourd'hui. Puis les prix ne sont pas les mêmes, ça a vachement augmenté quand même. Magnitude avait une politique, au début, ils faisaient très peu de marge, ils en faisaient quand même. Mais pour faire, c'était un produit, c'était une appel d'offres en fait. Ils récupéraient beaucoup de monde, ça a fait de la pub et petit à petit, ils ont gonflé les prix parce que les matériaux ont augmenté comme en France, etc. Mais Et puis, ils faisaient un peu leur beurre sur la gestion aussi, non? J'imagine. mec, comme beaucoup de choses, aujourd'hui, tu vois d'autres entreprises que je citerai pas qui sont en France, qui font des beaux produits un petit peu exotiques en France avec des trucs sur du Airbnb, etc. Et qui souvent, ils font la vente du bien et ils font la gestion à côté. Ou... Genre qui peut prendre l'eau? Ou, Eux, par exemple, aussi. Mais il y en a ouais, d'autres. Mais non, après, c'est un bon moyen aussi de faire du business, c'est-à-dire qu'il faut prendre de chaque côté. Aujourd'hui, tu en as qui ont une entreprise de bâtiment, qui font du marchand de biens à côté, qui ont une entreprise de gestion, qui ont une entreprise de courtage en travaux, qui ont plein de choses. Et en fait, l'argent reste dans un cercle et du coup, ils prennent un peu partout. Et Ouais, c'est on c'est appelle très ça le bien. circuit fermé. Ouais. C'est le Ouais, circuit c'est ça. fermé en fait. C'est comme les gars qui vont créer une conciergerie pour gérer leurs biens en Airbnb, ce genre de choses, tu vois. ou une Ouais, laverie pour laver leurs draps de Airbnb. exactement, c'est très important. Comme ça, Ouais. comme ça, quand la conciergerie va mettre des jetons, et bien les jetons, c'est le propriétaire qui va les récupérer. Et oui, Mm, oui, C'est oui. ça. C'est ça. Après, c'est marrant, j'ai croisé ce week-end au French Rodon CrossFit Emeric Hamlin qui a la page Imo Commercial, je sais pas si vous le connaissez, Ouais. que j'avais littéralement défoncé sur les réseaux pour une de ses pubs. Donc du coup, on s'est parlé comme ça. J'ai dit tiens, enfin bref, j'ai dit ah t'es Emeric et tout. Il voyait qui j'étais aussi parce qu'on par un pote interposé. Donc on s'est marré. Je lui ai dit ah je t'ai défoncé. Puis du coup ça nous a fait rigoler et on discutait et il dit que lui il avait créé une entreprise de bâtiment spécialement pour faire ses chantiers et qu'en fait ça s'est assez mal passé parce que il s'est rendu compte que lui était un mauvais client pour sa boîte de bâtiment, puisque son objectif c'était que ça coûte le moins cher possible. Et finalement, sa boîte de bâtiment gagnait pas d'argent, donc c'était compliqué. Et je crois qu'il a changé un peu le truc. Mais il faut faire gaffe en faisant ce genre de montage de pas, tu sais, être son mauvais client à soi, quoi. Bah, tu sais, il y en a beaucoup qui le font, ça, le circuit fermé qui veulent. Après, tu peux aller très très loin. Voilà, tu peux faire les travaux par ta société, tu factures ta société, tu peux faire la conciergerie avec ta société. Tu peux faire beaucoup de choses dans le Et tu circuit loges fermé. tes propres ouvriers dans tes Airbnb qui font marcher ta conciergerie, ta laverie et tout. Mais tu peux, mais voilà, ça peut aller très loin. Mais bon, bah, déjà la partie travaux, personnellement, je suis persuadé que ça peut marcher, mais moi je leur laisse. Franchement, je leur laisse quand on voit toutes les merdes qu'on a dans les travaux, de gérer une Ça société de doit être travaux. l'enfer. Non, c'est sûr que demain tu crées une société de travaux, ça va marcher. Mm. Mais bon, on va voir dans quel état tu vas finir aussi.
Parce Bah, que après, il y franchement, a tellement de. Enfin, quand on voit que toi, tu as eu un pimpin qui t'a mis des prises, elles sont même pas branchées dans ton appart alors que le gars se vendait bien, c'est dire qu'il y a du business à faire avec le gars, on le retrouve partout en et France. clairement, On va pas clairement, le nommer, mais voilà quoi. quand tu Il y a sais des entreprises nulles. le chiffre d'affaires qu'il fait lui en travaillant comme ça, tu te dis, si tu es sérieux, avec tous les investisseurs, voilà, tu te gaves en fait. Tu peux vraiment C'est quand même con qu'on très soit bien trop marcher. flemmard pour créer une boîte parce que je suis sûr qu'il y a du marché à prendre. Ouais, mais Mais moi, je là, me vois pas. gestion de travaux, jamais quoi. Non, non, je me vois pas du tout faire ça, c'est trop énergivore. Mais Ok, bah écoute, attends, du coup, on va clôturer juste cette. Ouais, dis-moi. ouais, petite dernière question. Bali, ça se passe comment après la gestion? Vous versez les fonds une fois par an? Comment c'est géré avec mes études? C'est pure curiosité, savoir un peu comment ça se passe. Après, Euh, niveau fiscalité, vous faites exploser ou il n'y a pas de fiscalité? Comment? En fait, bon, déjà, pour la faire simple, sur la construction d'une villa là-bas, c'est comme en France. Tu verses de l'argent au fur et à mesure de l'avancée du chantier. Tu as des rapports, tu as des photos toutes les semaines. C'est quand même assez carré. Enfin, en tout cas, avec Magnitude, je sais pas comment c'est avec les autres. Ça a mis beaucoup de temps, le chantier, mais après, c'est assez carré comme en Ouais, il y a France. eu le Covid, non? Oui, il y a eu le Covid, oui. Il y a eu le Covid, Ouais, il a mais bon dos, c'est ça. oui, le Covid, il a bon dos, ça fait ralentir les choses, mais ça a bon dos, je pense. Je pense surtout qu'ils ont été débordés parce qu'ils ont eu beaucoup de chantiers à un moment donné à gérer d'un coup, et c'est compréhensible aussi. Mais voilà, après derrière, c'est plutôt bien fait. C'est pas la même qualité qu'en France, hein, mais c'est souvent quand tu es à l'étranger, tu vois, là tu viens au Canada, les finitions ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, en fait, ils s'en Ouais. foutent un peu. Ils ont pas la même vision des choses qu'on a nous. Nous, on a tellement de normes pour tout, de normes de ci, de ça, etc. Et on est très procédurier aussi dès qu'il y a un problème. Donc forcément, on en demande plus à nos artisans. Du coup, là, en fait, nous, comment ça se passe, c'est que l'argent reste sur le compte là-bas. On a des comptes rendus là, tous les mois de Magnitude avec tout ce qui est sorti, l'argent qui est rentré, tout a coûté. Enfin, t'as toutes les lignes, t'as un truc bien détaillé. Et je pense qu'on va se verser l'argent à la fin de l'année, quoi, en fonction des petits travaux qu'il y a eu, de ce qui reste, etc. Mais voilà, là, c'est à voir aussi combien de temps on garde le bien, etc. Ça va être de la stratégie à voir. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué, mais c'est raffiné en fonction des chiffres qu'on a, de ce qu'on fait réellement, etc. Pour l'instant, Ouais, puis ça, si vous êtes 7, j'imagine que vous avez peut-être pas tous la même vision et que vous allez gérer ça. si C'est plus après, tard, mais dès le départ, ça avait été quand même discuté. On n'est pas. Là, c'est vraiment un investissement, un business, c'est pas un truc à garder 30 ans, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est plus un invest qu'on va garder peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'on l'a acheté quand même vers le début, où les prix étaient beaucoup moins élevés. Donc on a une plus-value à prendre, ça va dépendre de la rentabilité, du cash flow qu'on se fait en réel, etc. Parce qu'il y a toujours ce qui est affiché et ce qui est réel. Mais là, pour l'instant, les chiffres sont pas mal. Comme je vous ai dit, on est à 70 000 pour l'instant de réservation sur l'année, alors qu'on est au mois de juin. C'est quand même pas mal, quoi. C'est à Ouais, voir. Et la fiscalité, ça dépend en fait comment tu ramènes. Tu as la fiscalité, de toute façon, tu as ta flat tax au pire, hein, parce que quoi qu'il arrive, tu auras de la fiscalité en France, auquel on vient innover celle de Bali, mais tu as des moyens de ramener au départ l'argent, on va dire, en payant moins de fiscalité, parce qu'au final, tu fais une société là-bas, donc tu apportes encore un courant d'associés là-bas, etc. Tu as des moyens de Ah, réduire. Tu peux pas avoir une la fiscalité à société est zéro. là-bas. La Ouais, société, le siège social de la société est là-bas. Il y a pas de. exactement. Tu as une société D'accord, là-bas qui est propriétaire du bien, quoi. C'est pas nous en nom propre. d'accord. Ok. Donc voilà. Et après, en fait, en nom propre, j'ai plus rien fait. J'ai même vendu ma RP en faisant une plus-value sur mon prix d'achat, mais quand t'enlèves tous les frais, etc., elle m'a coûté. Mais ce que je disais tout à l'heure, quand t'étais plus là, quand ça a coupé de ton côté, j'ai fait plein d'erreurs dessus. Donc voilà, j'ai revendu pour arbitrer, récupérer l'apport en fait que j'avais mis dans le bien pour partir sur du marchand de biens, etc. J'ai arbitré une RP qui me coûtait trop tous les mois parce que j'avais pas le temps avec mon métier de kiné, je faisais trop d'heures donc j'étais jamais chez moi. Et du coup, j'ai créé ma société de marchand de biens l'an dernier. J'ai fait une première opération intéressante sur Toulouse. Là, je suis en train d'en faire une deuxième où tout est délégué. Maintenant, je délègue tout. J'ai un maître d'œuvre sur place, mais là, je suis au Canada. J'ai un maître d'œuvre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont la réunion de chantier. Peut-être c'était ce matin ou demain, je sais même plus. Mais ils me reçoivent. Enfin, je reçois des comptes rendus. Tout est géré. Il y a ça, ça, ça. Ils m'envoient un message quand il y a un truc qui a changé parce que forcément, il y a des petits trucs qui n'étaient pas prévus. Et voilà quoi. c'est cool ça. Quand tu dis tout est délégué, c'est que tu as un maître d'œuvre qui gère pour toi. C'est pas quelqu'un qui t'apporte une opération clé en main. Non, non, non. C'est toi J'ai qui l'as trou- trouvé quand même. Oui, j'ai un agent immobilier qui m'a vendu mes apparts que j'avais. Ma première opération que j'ai fait à Toulouse, il y a deux agents immobiliers. J'ai préféré passer par eux pour que plus tard, enfin, qu'ils jouent le jeu si possible et qu'ils m'amènent des biens, plutôt que moi les vendre directement par moi-même. Et du coup, c'est lui-même qui m'avait vendu deux ou trois apparts, je sais plus, qui m'a rapporté cette affaire-là. Et derrière, c'est lui qui va me la revendre aussi, quoi. Je joue le jeu, lui il prend sa com, il m'a trouvé Ouais, l'affaire. Pardon.
il m'a trouvé l'affaire plutôt intéressante. Après, on va voir à combien je vais revendre. Mais je préfère C'est gagner moins. c'est un achat, rénovation, revente? Exactement, c'était un cabinet médical que je transforme en T3. Mais un truc simple. Grosse réno, donc tout à créer forcément parce que c'était un cabinet médical. Mais pas de demande de copro, j'abats pas de mur porteur, je touche pas la façade, je fais rien. Vraiment du simple. Je préfère gagner moins, mais être plus tranquille, que ça aille vite, etc. Surtout, vu l'augmentation des taux, on va en discuter après, mais Ouais. le coût du On va y crédit, venir. il peut être important. Ouais. Ouais, carrément, carrément. Le coût du crédit peut devenir très. C'est une très C'est bonne cool de faire ça en transition en tout tout cas. cas. C'est une très bonne transition, Laurent. Et du coup, tu vis de quoi en fait? Tu vis de quoi actuellement? Parce que tu vis d'amour et d'eau fraîche, de quoi tu vis? Exactement. Non, je vis, je travaille pour un formateur immobilier, je suis salarié déjà, donc Ouais, j'ai des revenus du salariat pour ça. Et après, je travaille chez Miyarto depuis l'an dernier en tant que courtier. Donc là, je suis en société, je suis pas en nom propre, je suis un mandataire, donc je suis à mon compte. Et j'ai des rémunérations en fait en fonction des zones horaires sur les crédits immobiliers, crédits classiques, crédits pro, assurance emprunteur, etc. Et qui me permettent, ça me permet pas de vivre, on va dire, parce que je garde cet argent sur la société pour l'investir sur ma société de marchand de biens à côté. J'ai un montage où j'ai ma holding qui fait du marchand de biens, en dessous j'ai ma société de courtage. Donc, tout l'argent qui est fait par la société de courtage, je remonte pour faire de comment l'investissement. bien Donc sûr. Donc quand tu dis que aujourd'hui, tu as ta société de portage pour Meilleur Taux, c'est que tu es apporteur d'affaires pour eux. Enfin, ça se passe comme un agent commercial, c'est ça? je suis pas apporteur d'affaires, Comment ça mais fonctionne? je suis mandataire, ouais, comme un agent commercial chez, je sais D'accord. pas, IAD, tous ces réseaux-là. Je Ouais, parle genre de lui IAD, parce ok. que c'est le plus gros réseau, en gros, aujourd'hui. Mais je suis mandataire, en fait, pour Meilleur Taux. Donc, quand tu viens faire un projet immobilier, un financement, je sais pas, tu as un projet à 200 000, il y a 3 000 d'honoraires parce que le- c'est 1,5%. En, J'arrondis et tout pour que ça soit plus simple. Ben là-dessus, moi, il va me rester une partie, quoi. Une partie va partir à Meilleur Taux et là, moi, il me reste une partie là-dessus. D'accord. Et pourquoi tu as voulu partir et travailler pour Meilleur Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit je vais travailler pour Meilleur Une opportunité. En fait, j'étais en train de travailler j'étais avec un patient en train de lui faire sa rééducation. Il m'a dit, t'es chez Meilleur Taux, ah ouais, je cherche quelqu'un. Je dis, bon, ben allez, pourquoi pas. Donc j'ai envoyé un mail ou j'ai appelé, je sais plus. Mais j'avais pas du tout pensé avant. Et comme c'était quelque chose qui m'intéressait, la finance, l'immobilier, et tout ce qui est financement, justement, bancaire et autres, je dis, ben pourquoi pas, et voilà, c'était décidé. Mais j'avais pas pensé avant. Hein. Ouais, Coup de mais tête. c'est Et vrai tu que arrives à faire ça en plus de tout ce que tu fais à côté? J'ai plus kiné maintenant, donc c'est forcément plus Oui, ouais, simple. c'est vrai, ouais, je veux dire, mais marchand, tu dis que enfin, que tu bosses pour un formateur aussi à côté, les opérations et tout, ça doit prendre du temps, tout ça? Oui, ça prend Ouais. beaucoup de temps, mais après, c'est de la gestion. C'est pour ça que l'opération de marchand de biens, tout est délégué aussi. Ça me prend très très peu de temps, ça. C'est en termes d'heures, mais je sais même pas le quantifier, mais c'est rien du tout. Et le reste, non, ça prend vachement de temps. Surtout au début, parce qu'il faut quand même, sur du courtage, il faut se faire connaître. Il faut apprendre à utiliser les logiciels, etc. Mais tout ça, ça va. Après, ça dépend de ce qu'on veut. J'ai pas d'enfant aujourd'hui, j'ai pas tout ça. Donc, c'est la gestion du temps. Il y a des choses à côté que j'aimerais faire que j'ai pas le temps aujourd'hui. Mais après, il faut apprendre à avoir des process, je pense, à mettre en place pour gagner du temps surtout, quoi. tout à fait, tout à fait. Ouais, exactement. Et là, du coup, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent, OK, Laurent, il travaille pour Meerto, on veut le contacter, tu peux travailler pour qui? Pour des particuliers, pour des professionnels? Pour qui tu peux faire des études de financement? Et pourquoi exactement, aussi, comme type de financement? En fait, dans l'agence, du coup, parce qu'on est plusieurs à l'agence sur Roche, dans le Gers, du coup, nous, on peut financer en particulier notre territoire. Après, chez Meillarto, il y a des solutions de toute façon pour financer sur toute la France du crédit immobilier classique, donc quelqu'un qui achète sa résidence principale, de l'investissement locatif, etc. Du crédit immobilier professionnel, que ce soit pour faire de l'immobilier, SCI, SAS, SARL, etc. Ou même l'achat d'un fonds de commerce ou le besoin de trésorerie, tout ce genre de choses, en fait, que peut avoir un besoin professionnel sur une société. On fait tout ce qui est changement d'assurance emprunteur. Donc ça permet quand même d'apporter des solutions à beaucoup de monde. Déjà, rien que le crédit immobilier, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui veulent acheter un bien, que ce soit de la résidence principale ou du locatif. Donc on a des solutions par rapport à tout ça. Après, voilà, on peut pas faire de miracle à un moment donné non plus. Celui qui est endetté à 70%, qui a pas d'épargne, qui a zéro tous les mois, hein, je veux dire, je peux pas lui faire des miracles non plus. Mais il y a beaucoup de solutions en fonction de ce que les gens recherchent. Ça, c'est sûr. On a Et des qu'est-ce que tu... partenariats avec un grand nombre de banques, de toute façon, sur toute la France. Donc,
Et qu'est-ce que tu penses du coup de la situation actuelle là, en termes de taux, de financement? Quel est ton regard là-dessus en ce moment? Bah, les taux, ils ont vachement augmenté en un an et demi. En gros, on est passé des taux moyens à 1%. Aujourd'hui, on va être autour des 4% rapidement, hein. On y est déjà sur 25 ans, on est à 4%, voire plus, suivant les dossiers. Et je pense qu'on va vite être, pour toutes les durées, au-dessus des 4%. Donc d'ici peut-être un mois ou deux, quelque chose comme ça. Après, j'ai pas une boule de cristal, mais on voit bien comment ça augmente. Ce qui est vachement suivi aujourd'hui, c'est le taux d'usure. Donc le taux qui sert de plafond au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Là, ils viennent d'augmenter. Tout à l'heure, justement, ça a été annoncé de 0,40%. Donc forcément, ben, les taux des crédits immobiliers vont augmenter en conséquence encore. Ouais, ils Et vont s'aligner, c'est ça. c'est exactement ça. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que les banques, elles faisaient plus de marge sur le crédit immobilier. Enfin, plus ou peu. Donc tu avais des banques qui prêtaient plus. Tu avais des banques qui prêtaient qu'à leurs propres clients. Et encore, il fallait que ce soit des bons clients. Mais le gros souci qu'il y a eu, c'est qu'avec ces augmentations des taux, quand tu passes de 1 à 4%, et ton crédit il te coûte beaucoup plus cher. Et ben, les acheteurs en face, ils ont plus le même pouvoir d'achat. C'est-à-dire que s'il y a 2 ans, tu pouvais emprunter 200 000 euros, aujourd'hui, tu peux peut-être emprunter que 150 000 ou 160 000. Sauf que ton bien, D'accord. il n'a pas baissé d'autant. Au contraire, Non. les prix ils ont continué d'augmenter. Là, depuis le début de l'année, ils baissent. Mais la baisse sur la France, elle est quoi? De 1%, voire 2%. Après, il y avait des territoires qui ont baissé plus que ça. Mais Ouais, ça ça, va mettre du temps à s'aligner, surtout avec les gens qui n'arrivent pas à se faire financer. Parce que tu as beaucoup de dossiers qui sont refusés maintenant par rapport à avant. euh, Enfin, de moi, ma perspective, j'ai l'impression de lire plein d'articles disant bah, les gens n'arrivent plus à se faire financer et d'entendre un peu partout que ça devient beaucoup plus dur. Après, je sais pas quelle est la réalité. la réalité, c'est que déjà l'an dernier, à partir de septembre, ça s'est vachement resserré. Ça a été compliqué à faire du financement. On en a fait, mais ça a été très compliqué à partir de septembre l'an dernier. Euh, Là, cette année, c'est un peu mieux. Le gros souci aujourd'hui, c'est plus la perte de pouvoir d'achat plus que le financement. C'est-à-dire que vu que tes taux ont augmenté, ton endettement, il a explosé. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui sont au-dessus des 35% d'endettement, qui ne peuvent pas dépasser, donc ils ont tant de budget, sauf que le budget n'est pas adapté au secteur sur lequel ils sont. Donc soit ils Et là, n'achètent pas, soit ils restent ouais. locataires, soit ils diminuent leurs attentes. Mais c'est plus ça la difficulté. Nous, on fait quand même un tri au départ hein, sur les dossiers. Il y a des dossiers, on sait que ça va passer. Il y en a d'autres, on va le tenter, on sait comment le présenter. Il y en a d'autres, on est obligé de refuser, mais par contre, on va conseiller les gens, on va leur dire plutôt, ben, faites ça sur vos comptes, gérez comme ça, revenez quand vous êtes à temps, etc. Enfin, on va les conseiller quand même dessus, parce que le but, c'est qu'ils achètent derrière à un moment donné, qu'ils restent pas tout le temps locataires, et surtout s'ils ont des vrais projets, quoi. Bien sûr. Ouais, ouais. Et, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur quelque chose, mais du coup, tu vois on va dire le pourcentage de demandes que tu avais il y a 6 mois, un an, et le pourcentage de demandes que tu as aujourd'hui, il a diminué quand même. Tu vois qu'il y a moins de gens qui s'engagent à vouloir acheter et faire les démarches quand même d'achat. Mm. En fait, bon, nous après sur l'agence c'est différent, c'est-à-dire que l'agence est récente, hein, elle est de décembre 2021, donc ça fait un an et demi l'agence de Myrto Roche. Au début j'étais que 3, aujourd'hui on est 5. Enfin, donc forcément c'est pas les mêmes chiffres, mais t'as une baisse de contact déjà. Et ça c'est surtout c'est Myrto France et c'est nos concurrents aussi, t'as une grosse baisse de contact qui peut être entre 20 et 30%, voire plus suivant les secteurs. T'as t'as moins de dossiers qui partent en banque. T'as pas forcément plus de refus parce qu'il y a un gros tri qui est fait, mais t'as surtout moins de dossiers, moins de demandes. Et nous, on le voit, mais ceux qui le voient beaucoup aussi, c'est les agents immobiliers et les notaires. Mm. Les agents immobiliers, ils ont beaucoup moins d'acheteurs. Ils ont des vendeurs qui veulent pas baisser les prix pour l'instant. Les notaires, ils se retrouvent avec beaucoup de compromis, fait un petit peu pour rien parce que ça va pas au bout. Donc, soit C'est des ça, acheteurs qui ont des refus de prêt, soit des acheteurs qui se rétractent parce qu'ils ont peur. Donc, moi, c'est ce que c'est. je remarque, les acheteurs qui ont peur, je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai vendu ma RP, là, enfin, c'est en cours de vente, on touche du bois, mais en fait, la plupart des potentiels acquéreurs qu'on avait, ils adoraient l'appartement, mais ils avaient peur de s'engager, en fait. Ils avaient réellement peur de se dire, OK, Mais ouais, on va acheter le bien immobilier, on va faire un crédit et on va s'engager sur un nombre d'années mais ça c'est d'emprunt. ouf. On a visité ensemble à la Baule avec Jérôme. La fille nous dit on a eu 15 visites, zéro offre. Même pas quelqu'un qui fait une offre, tu sais, pour fracasser le prix haute, quoi. Encore tout à l'heure, juste avant qu'on soit en podcast, j'étais dans une agence, elle me dit bah la maison qui est là, un truc que je vois depuis 6 mois mais qui est trop cher. Elle me dit non, on n'a pas d'offre en fait. Non, En les gens, fait, ils ont peur de faire Les ça. gens font même pas d'offre. c'est exactement ça. Et puis il y en a aussi, on entend des discours parce qu'ils écoutent BFM TV et autres. Oui, mais de toute façon, le marché va baisser de 15 à 20%, donc on attend que ça baisse. Le problème, c'est que pendant que tu attends que ça baisse,
tes taux, eux, ils montent. Donc, même Exactement. si tu attends que ça baisse de 10%, tes taux, ils ont tellement augmenté entre-temps que finalement, tu perds de l'argent. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Et certains, ils espèrent que ça baisse et qu'en plus, les taux vont redescendre à 2%. Mais Pour ils ont pas l'instant, compris, les gens. Ils ont pas la compris baisse, comment ça marchait. c'est ça, la baisse des taux, elle n'est pas prévue. Peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais est-ce qu'on redescendra à 1 ou 2%? On ne le sait pas, en fait. On ne peut pas le deviner. C'était exceptionnel, hein, parce que depuis que les crédits immobiliers ils existent, une période Oui, comme c'était on une a eu, anomalie plus que chose, quoi. ben, c'est ça, une période où on a des crédits à 1%, enfin, qui sont donnés, hein, ça n'arrive pas, quoi. Mais Faut là, les garder. C'est exactement. aussi pour ça que j'ai pas envie de vendre mes biens immobiliers financés Ouais, à 1,50, ouais. 1,05. Faut pas vendre ses biens, faut garder ses biens avec un crédit à 1,30 ou à 1,10 parce que clairement, c'est dommage de pas l'utiliser, quoi. C'est ça, mais Mais les gens ont peur, en fait, de toute façon, hein, par rapport à ça. C'est ces deux critères qui font que ben, il y a beaucoup de projets qui se font pas, tu as des acquéreurs qui attendent, mais c'est pas forcément la bonne solution. Par contre, aujourd'hui, quand tu es finançable, la solution, c'est d'aller faire des grosses négociations, c'est de tenter. C'est qu'à un moment donné, il y a peu de gens finançables, donc quand tu l'es, faut tenter des offres, et etc. Puis, le problème, c'est qu'il faut vraiment regarder par rapport au prix du marché. Moi, je le vois où j'ai des gens qui sont pas forcément formés à l'immobilier. Tu as un bien affiché à 300, ils me disent, ouais, je vais pas faire à 270, ça fait 10% de moins. Je dis oui, mais si le prix du marché il est à 250, même à 270, vous le payez trop cher en fait. Mais eux se calquent par rapport au prix qui est affiché. Ouais, ça, faut jamais regarder le prix affiché. Finalement, il concerne que le mec qui l'a écrit. On s'en fout en fait. exactement. C'est un petit peu ça. Et il y a beaucoup de choses comme Bah, ça. Donc je pense que le marché immobilier va être compliqué, surtout que la Banque de France aujourd'hui, elle veut pas trop assouplir, enfin que ce soit la Banque de France et les autres, hein. Ils veulent pas assouplir le taux d'endettement à 35%, le calcul du différentiel comme on avait avant sur les crédits, etc., qui était avantageux pour les investisseurs. Aujourd'hui, ils veulent pas le remettre en place. En tout cas pour l'instant, c'est dommage d'ailleurs. c'est très dommage même. Ah oui, c'est très bien. Mais est-ce que selon toi, il y a des solutions pour contourner ce taux d'endettement? Je sais pas, moi, on m'a parlé, je sais pas si tu as de l'expérience et tu as des connaissances là-dedans, on m'a parlé de la banque privée. Est-ce que tu sais si quand tu es dans une banque privée, tu peux contourner les règles, t'as pas les 35% de taux d'endettement, t'as pas ce genre de choses? Est-ce que tu as des connaissances là-dedans? Après, quoi qu'il arrive, les banques, elles ont un pouvoir de dérogation jusqu'à 20% des dossiers Ouais, qui sont dérogeables aux critères du HCSF, donc c'est-à-dire les 35% d'endettement, euh, les 25 ans, tout ce genre de choses. Il y a des critères de dérogation. Donc il faut essayer de rentrer au maximum de ces critères, mais pour y rentrer, il faut avoir quand même un dossier qui est soit solide, soit qui est bon. C'est-à-dire que si vous avez des découvertes, pas d'épargne, etc., forcément, est-ce que la banque elle est prête à faire l'effort pour vous? Ben non, sauf s'il y a un gros pouvoir derrière, on va dire, un gros produit net bancaire, donc des choses à gagner derrière sur l'avenir, mais en général non. Donc il y a Alors, des tu peux nous solutions. expliquer ça, le produit net bancaire? Produit net bancaire, en C'est fait, quoi exactement c'est quoi exactement pour le banquier? pour résumer, c'est ce que la banque va gagner sur un client. C'est-à-dire euh, le potentiel du client en termes de revenus, de l'épargne qu'il va pouvoir placer, des produits qu'il va potentiellement prendre, assurance, etc., etc. Et donc des crédits futurs, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui a une entreprise, je sais pas, ou qui est dans le médical, bon, on sait qu'il va avoir des forts revenus, on sait qu'il va pouvoir prendre qu'il va pouvoir mettre de l'épargne de côté, donc placer de l'argent à la banque. On sait qu'il va pouvoir prendre par exemple une prévoyance, des choses comme ça, en fait plein de produits bancaires mais qui vont rapporter à la banque. Et on va regarder ce qu'il a à l'instant T à la banque et ce qu'il va pouvoir rapporter, etc. Et là-dessus, la banque va miser sur le client, quoi. En gros, c'est super. vraiment ce que la banque va gagner sur chaque client. Chaque client, moi, Donc, c'est ce qu'un banquier m'a expliqué cette semaine. J'ai bu un verre avec un banquier, ce qui m'expliquait. Quand ils baissent ton taux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un logiciel qui calcule en fait sur l'année ce qu'ils devaient gagner. Ils baissent le taux, ils savent qu'ils vont perdre, entre guillemets, tant en baissant le taux. Ça veut dire qu'en contrepartie, ils vont vous dire, écoutez, nous, on accepte de baisser le taux, mais en contrepartie, on va vous demander de rajouter de l'épargne, de prendre une carte de exactement. crédit. Et en fait, l'idée, c'est de rééquilibrer la balance. Donc, en fait, au final, on paye la même chose, mais on s'en rend pas compte, en fait. Et eux, d'un point de vue banquier, ben, ils gagnent la même chose alors qu'ils nous ont baissé le taux, en fait. Et c'est ce que j'ai appris cette semaine, je savais même pas que ça fonctionnait comme ça. C'est pour ça qu'il faut leur donner, en fait, aussi, pour qu'ils fassent des efforts. Il faut leur donner, il faut leur laisser l'assurance emprunteur. Tout du moins au début, ça peut se changer après, mais voilà, il faut leur laisser au moins au départ l'assurance emprunteur, l'assurance du bien. Il faut leur proposer des choses, l'assurance voiture, enfin, peu importe, de l'épargne, une assurance vie, tout ce genre de choses. Ils aiment ça. Et puis, au final, il vaut mieux perdre, je sais pas, 20 € par mois sur des produits, des choses comme ça,
mais avoir un crédit à 150, 200 000, etc., que rien du tout, quoi. Au final, même ce qu'on perd, on le gagne largement à côté parce que le crédit, il est payé par le locataire ou autre. Donc, faut pas vouloir gratter partout parce qu'à un moment donné, le banquier ne voudra pas suivre. Forcément, Bah, s'il comme voit les taux, quelqu'un. hein. C'est comme les taux, les mecs qui avant, ils voulaient acheter, ils disent non, j'ai un taux à 1,5, je voulais un taux à 1,3, du coup, j'achète pas. Mais les gens, ils déjà acceptent ton crédit, c'est déjà une bonne chose. Et arrête de vouloir tout négocier, en fait, c'est ce qu'on expliquait. Et puis les intérêts, c'est déductible. Le comptable, il expliquera que, ok, tu payes des intérêts, certes, mais ça se déduit de ton bénéfice. Donc, voilà, les gens, ils veulent toujours gagner, 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 mais ils oublient le win-to-win, en fait, le gagnant-gagnant. C'est Mais ça. du coup, ça veut bien dire qu'on est un peu dans une épicerie et que pour séduire le banquier, on peut lui proposer de prendre des produits, de prendre un téléphone, je sais pas, une assurance vie. Enfin, ils sont sensibles à ça, c'est pas qu'un mythe. Il y a ça, et c'est surtout qu'aujourd'hui, il y a des choses à éviter, à avoir sur les comptes, tout ce qui est crypto, etc., mais pas que. C'est-à-dire qu'un client qui arrive dans une nouvelle banque, mais qui est bancarisé aujourd'hui, je sais pas, chez Fortuneo, Boursorama, que des banques en ligne, on sait très bien qu'il fait ça parce que le coût est moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il se dit, le banquier? Il va prendre mon crédit chez moi et après, il va se barrer sur une banque en ligne. Donc ça, typiquement, les banques aiment pas les banques en ligne. Si elles voient que vous avez des crédits aujourd'hui, mais que l'assurance est ailleurs, ils se disent aussi que le client, voilà, pour ce prochain crédit, il va partir aussi. Enfin voilà, eux, ce qu'ils voient, ce qu'ils aiment bien, c'est le client qui a tout dans la même banque. Donc, l'assurance La voiture, fidélité. toute Ouais, son épargne, etc., la fidélité. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Donc exactement. on peut faire baisser les taux, on peut avoir de meilleures conditions ou un crédit qui va passer, un banquier qui va faire plus d'efforts s'il sait que derrière il va gagner sur notre profil. Donc il vaut mieux faire ce qu'il faut, être tranquille et avoir le bon partenaire bancaire que changer de banque à chaque fois, que vouloir gratter partout. Et c'est une perte de temps aussi. On peut peut-être gagner quelques euros, mais c'est une perte de temps à côté. Donc c'est à Et donc calculer. aujourd'hui, c'est encore possible de se faire financer pour du locatif, après tout ce qu'on s'est Oui. dit. Aujourd'hui, c'est encore possible de déroger aux 35%. Qu'est-ce Après, que, qu'est-ce que tu pourrais dire à, je sais pas, la personne typique qui nous écoute, qui n'a pas encore acheté, qui voudrait acheter, qui a des revenus, on va dire, dans la moyenne? Qu'est-ce qu'il faut faire pour être le plus sexy possible pour la banque, d'un point de vue, je sais pas, projet, présentation, compte en banque? Est-ce qu'il y a des petits conseils que tu pourrais donner pour vraiment aider? déjà, Ou au moins montrer que c'est possible? ce que j'ai dit avant, hein, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de crypto, tout ce genre de choses que les banques n'aiment pas. Crypto, jeux en ligne, PMU, loto, paris sportifs, tout ce genre de choses, etc. Et après, c'est les banques, la nouvelle banque que vous allez voir, elle regarde vos 3 derniers relevés de compte. Donc l'essentiel, c'est d'avoir 3 derniers relevés de compte propres. Ce que vous avez fait avant, on s'en fout. Entre guillemets, on s'en fout pas parce que si vous avez eu 4 mois avant un découvert, ça se voit en général sur les mois suivants. Il y a écrit intérêt de découvert tel mois. Pareil, on a certaines banques aujourd'hui qui nous demandent le relevé annuel des frais bancaires. Donc c'est un papier où vous avez en gros ce que vous a coûté votre compte, donc les frais de compte, les frais de carte bancaire et s'il y a eu des intérêts dans l'année. Donc ces banques-là, ça peut piquer si en 2022 vous avez eu du découvert, etc. Après, ça s'explique. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que s'il y a des points négatifs, il faut savoir les expliquer à la banque. Que vous soyez à découvert au mois de décembre, ça peut s'expliquer parce qu'il y avait Noël. Que vous soyez à découvert, je sais pas, au mois de mars, parce que vous avez déménagé, ça peut s'expliquer parce que vous avez eu des achats, etc. Il faut que ça s'explique, mais d'une manière... Enfin, les choses paraissent plausibles en tout cas. Après, s'il y a 20 découverts dans l'année, des choses comme ça, à un moment donné, faut pas abuser. Donc après, quand vous allez voir les banques, il faut un dossier qui est carré. En gros, que vous sachiez de quoi vous parlez. Tous vos chiffres, que vous sachiez anticiper, parce que le banquier il est là pour vous tester. Donc soit vous avez le banquier qui rentre juste les chiffres dans les cases. Donc là, c'est facile. Lui, il voit l'endettement, il regarde rien. En fait, il s'en fout presque de l'humain qui est en face, c'est vraiment des chiffres. Soit vous avez le banquier qui va chercher, qui va voir, qui va vous poser des questions. Pourquoi ça? Pourquoi si? Qu'est-ce qu'il y a eu là? Etc. Parce que le banquier, il analyse tous vos relevés de compte. Aujourd'hui, vraiment, le papier le plus important où on voit tout, c'est vos relevés de compte. On voit comment vous vivez. Vous avez ces 4-5 pages sur un relevé de compte. On voit que vous êtes dépensier. Après, c'est sûr que si vous avez 10 000 euros par mois, vous pouvez dépenser. Mais bon, à un moment donné, il faut être plausible. Aujourd'hui, vous avez un loyer à 600 euros par mois. Vous voulez acheter un bien avec un crédit à 900 euros. Il faut que le banquier puisse voir que les mois précédents, vous arriviez à mettre ces 300 euros de différence de 300 côté. euros de plus. C'est Ouais. des choses Il comme faut ça vraiment. qui paraissent simples, mais en fait qui sont vachement étudiées, vachement regardées. Nous, ce qu'on regarde, c'est bon, l'endettement, le reste à vivre un petit peu, mais c'est surtout ce cap, en fait, ce saut de charge. Si vous passez d'un loyer à 500 où vous êtes à zéro tous les fins de mois, sans être à découvert, mais à zéro, à un crédit à 1000,
ça peut être compliqué, ça peut être mal vu. C'est pas pour autant qu'on va pas vous prêter, mais c'est pas forcément un point positif. C'est ça. Donc c'est C'est vraiment lisser au maximum ses comptes, le plus propre possible, être le bon père de famille et montrer que voilà, qu'on sait se payer aussi avant de payer le reste et payer les autres, tout simplement. c'est ça, qu'on Ouais. sait mettre de l'épargne de côté. Et après, c'est une question d'interlocuteur en face et de savoir vendre le projet, de savoir se vendre, etc. Malheureusement, aujourd'hui, malheureusement, c'est le cœur de notre boulot aussi à nous. C'est qu'on sait comment présenter un dossier, on sait comment le vendre, et un dossier va pas forcément se présenter de la même façon dans toutes les banques. Aujourd'hui, il y a des banques qui veulent plutôt tel type de profil, etc. Après, sur quelqu'un aujourd'hui qui veut investir, qui est locataire, bon, le truc classique, c'est de faire passer l'investissement locatif en résidence principale. Déjà parce que la banque va déroger plus facilement, parce qu'elle va aller sur du 25 ans alors que sur du locatif, dans 90% du cas, elle va sur du 20 ans. Forcément, les mensualités sont plus basses sur 25 ans, donc l'endettement est plus bas. Donc, c'est des petites règles de base. Mais pareil, il faut que ça soit plausible. Si vous habitez à Bordeaux, mais que vous achetez un bien à Lyon, à un moment donné, tu peux pas le faire passer en résidence principale. Donc, il vaut mieux chercher, on va dire, autour de notre boulot, c'est-à-dire aller à une demi-heure, voire 45 minutes du boulot. Ou pour ceux qui habitent à Paris, quelque chose qui a 1 heure, 1 heure et demie en transport, c'est du classique. Ça peut passer en résidence principale, mais faut faire des choses comme ça pour faire de l'investissement locatif aujourd'hui. Après, c'est vraiment une question d'endettement, et si vraiment on est bloqué à un moment donné, il faut partir sur de l'investissement en société. Mais là, c'est autre chose. On déroge aux règles d'endettement la plupart du temps, parce qu'il y a des banques qui regardent quand même sur une SCI, par exemple, il y a des banques qui regardent quand même l'endettement et qui veulent pas déroger aux 35%, ou allez, on peut monter un peu plus. Mais sinon, il n'y a pas 50 solutions, mais il y a toujours moyen d'investir. On finance toujours des investisseurs locatifs, pas forcément qui ont des gros revenus malgré ce qu'on peut penser. Mais c'est plus une question de projet, de comment c'est présenté, des chiffres, etc. Après, si vous gagnez 1 500 € par mois, vous êtes locataire et que vous achetez un bien à 300 000, autant il y a 2 ans, ça passe. C'est ça, il y a 2 ans, ça passait, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent faire de l'immeuble, mais peut-être qu'il vaut mieux commencer petit à petit. Moi, j'ai toujours un exemple que je raconte aux gens. J'ai un couple de jeunes investisseurs, peut-être qu'ils écouteront la vidéo, de jeunes investisseurs qui est dans la formation qu'on a fait et qui est sur Toulouse. Ils ont acheté sur Toulouse des studios qu'ils ont mis en Airbnb, mais petit à petit, studio, etc. Et aujourd'hui, je sais plus combien ils ont d'appart, ils en ont peut-être 4-5, alors qu'ils avaient des revenus chacun à 1006 et 1008, je crois, quelque chose comme ça. Mais ils ont un beau patrimoine parce qu'ils ont fait petit à petit, ils n'ont pas fait l'immeuble directement, et peut-être qu'en essayant de faire l'immeuble, aujourd'hui, ils n'auraient rien fait, quoi. Ils n'ont rien fait. Mais il y en a beaucoup qui sont focalisés là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu freiné, cette mode des immeubles. Après, on a fait pareil, hein. Moi, je sais, tous les trois, on a acheté des immeubles, donc on est tous passés par là. Parce que tu te dis, tu fais le travail, tu fais le même travail, mais pour plusieurs appartements. Donc l'un dans l'autre, tu te dis, ok, ça peut être une bonne chose. Mais quand tu débutes, quand tu commences, de commencer par un petit appartement, même dans la commune où tu es, ou à un quart d'heure, 20 minutes de tu es, c'est vraiment très très bien aussi. Ça permet de comprendre un peu toute la partie administrative de l'achat d'un bien immobilier, comment ça se passe, et de connaître un peu tout le cursus de l'achat immobilier. Donc, faut pas être focalisé que sur l'immeuble de rapport, c'est ce qu'on explique, ce qu'on a expliqué plusieurs fois avec Mathieu dans mon podcast, mais voilà, cette mode de l'immeuble de rapport, je pense qu'elle est en train de passer un petit peu. Il y a des modes comme tout, c'est comme la mode de la holding, tu sais. Ouais. Je sais pas, il y a un moment là, il fallait avoir une holding. Alors tout le monde voulait avoir une holding, mais ils avaient encore rien acheté. Il y a eu la mode de la SCI à l'IS. Parce que voilà, qu'est-ce qu'il y a? Il y a toujours des modes. Oui, il y a eu la sous-location à un moment aussi. C'était important la sous-location. Là, la SCI à l'IS, il y en a beaucoup qui prennent ça parce que on peut déroger dans certaines banques en calcul d'endettement, etc. Mais il faut tout regarder. Il faut regarder à la revente, il faut regarder combien ça coûte une société. À un moment donné, il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur quelque chose parce qu'on leur dit que c'est parfait. C'est comme Magnitude, Bali. Il y en a qui voulaient acheter là-bas alors qu'ils n'avaient pas acheté en France. Ce que tu parlais tout à l'heure, les bateaux, tout ce genre de choses, à un moment donné, il vaut mieux commencer par du simple parce qu'il y a aussi le mental qui va jouer. Quand on a des galères comme on a eu nous, à un moment donné, si tu n'as pas le mental derrière, tu vas abandonner, tu vas être pas bien, tu vas y laisser tes plumes parce que tu sais pas gérer, etc. Il vaut mieux faire du simple et petit à petit augmenter et faire en fonction de ses capacités. Après, le problème en France, c'est qu'il y a une question d'ego. Il y a une question d'ego, il y a une question de jalousie, une question de se comparer aux autres. Donc il y en a, ils veulent l'immeuble parce que, voilà, comme l'autre en fait, parce que c'est bien, etc. Et il vaut mieux aller petit à petit. Moi, je vois des dossiers, des fois, là, j'ai un dossier d'un couple de jeunes que je connais bien. Quand je vois le dossier et les revenus qu'ils ont, mais
Ils ont un patrimoine qui est bien plus important que le mien, alors qu'ils avaient des revenus beaucoup plus bas. Mais parce qu'ils ont adapté certaines stratégies, ils y sont allés petit à petit, et finalement, derrière, ça a explosé. Parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé le bon banquier qui les a suivis. Ils leur ont donné, ils ont donné au banquier les produits que la banque attendait. Derrière, le banquier, mais il regarde pas forcément leur dossier, en fait. Ouais, après, c'est open bar, quoi. C'est un peu ça, il y a des limites quand même, parce qu'à un moment donné, la banque, elle veut diluer le risque, donc elle préfère que tu ailles même vers d'autres banques, pour pas elle avoir 2 millions, 3 millions d'encours chez elle. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est une question de savoir gérer le risque, savoir présenter tes projets et avoir quand même un dossier clean. Pas besoin de gagner des fortunes, mais c'est toujours mieux. Je veux dire, c'est surtout bien gérer ses comptes. Et est-ce qu'il y a un moment où, bon, il sera peut-être bientôt autre, où ça devient, pour le coup, vraiment beaucoup plus facile? Où tu sais que quasiment peu importe le projet, bon, je pars de fait que ce soit un projet rentable, tu l'amènes à la banque, tu as 10 ou 15% d'apport, ça finance à chaque coup. Est-ce qu'il y a une taille de patrimoine ou de solidité financière où il y a un moment où c'est possible d'arriver à ce niveau-là ou pas? Ou c'est toujours une galère tout le temps? Non, c'est pas une galère tout le temps, ça dépend vraiment de ton patrimoine, de l'endettement. Après, à un moment donné, quand tu achètes de l'immobilier, comme nous, quand ça fait plusieurs années, tu as ton crédit qui a commencé à être amorti. Donc, tu as un capital restant dû qui est bien inférieur à la valeur de tes biens parce qu'en plus, tu as bien acheté, donc les biens, ils ont pris. Donc là, à ce moment-là, ça ne rentre pas en compte dans l'endettement. Par contre, ça rentre en compte dans des points positifs pour pouvoir déroger justement aux 35% d'endettement, etc. Donc, la banque, elle va moins regarder. Aujourd'hui, tu as, je sais pas, 3 millions de patrimoine brut. Je pars sur des chiffres qui sont élevés. Et il te reste qu'un million de crédit. Même si tu as des revenus bas, tu as des banques qui vont vouloir suivre parce qu'elles ont de quoi gagner derrière. Mais par contre, il va falloir leur rapporter, c'est toujours pareil, il faut leur rapporter de l'épargne, etc. Mais il faut avoir d'épargne de côté quand même. Aujourd'hui, moi j'ai eu le cas d'un dossier où il y avait, on était à 2 millions, je crois, plus de 2 millions de patrimoine brut. En patrimoine net, je sais plus, on avait plus d'1 million. Donc, beau dossier. Par contre, zéro épargne derrière. Parce qu'il mettait tout dans ses biens. Donc c'est bien, tu as moins de crédit. Mais pour la banque, en fait, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les finances que tu as d'un côté et les crédits que tu as aussi. Donc, il vaut Il n'y a mieux. pas de matelas de sécurité en fait. Elle se dit que si jamais il y a un imprévu, on ne peut pas combler cet imprévu, il ne pourra pas combler cet imprévu en fait. Et la banque, ce qu'elle veut, c'est que le crédit soit remboursé. Donc elle va se dire, ok, si jamais il a un problème, il y a des problèmes de travaux, quoi que ce soit, s'il a de l'épargne, il peut nous rembourser notre crédit. Il y a une période, pardon, il fallait avoir minimum 1 an de loyer, d'épargne pour te faire financer le projet. C'est exactement Et ça. c'était un matelas de sécurité. C'était un matelas de sécurité que les banques voulaient absolument qu'on ait de côté. Ben, aujourd'hui, tu achètes un bien ou même une résidence principale. Tu as un bien où tu as besoin de 150 000, tu as 20 000 euros de côté. Tu as des gens qui veulent tout mettre en apport. Mais la banque, elle se dit non. Parce qu'elle préfère que tu en mettes moins en apport, mais que tu aies une épargne résiduelle parce que, ben, justement, je sais pas, une voiture a changé, des travaux imprévus, des choses comme ça. Elle préfère que tu aies une certaine sécurité, une épargne de côté pour pouvoir pallier aux mensualités du crédit, plutôt que tu mettes tout ton épargne en apport. Donc, il faut, même si le crédit a augmenté, même s'il coûte cher aujourd'hui, entre guillemets, il faut quand même, je ne veux pas dire mettre pas d'apport, mais mettre le moins d'apport possible et garder de l'épargne pour justement pouvoir réenchaîner, partir sur d'autres projets, pour pouvoir pallier à des problèmes comme on a eu, mais aussi parce que même si le crédit est à 4%, aujourd'hui on a une inflation qui est entre 5 et 6%. Donc en fait, tu empruntes à un coût qui est moins cher que l'inflation, donc tu gagnes de l'argent. C'est difficile à comprendre, mais tu empruntes à 4%, tu as une inflation à 6%, mais tu gagnes 2% en fait à chaque fois que tu empruntes. Donc c'est des choses comme ça, sachant que aussi une petite chose comparée à beaucoup de pays qui ont des taux variables, nous on a des taux fixes, donc on a des mensualités qui restent les mêmes pendant 25 ans si on prend un crédit sur 25 ans. Sauf qu'entre-temps, sur les 25 ans, j'espère quand même que les revenus ils vont augmenter, nos revenus. Normalement c'est le cas, il y a une inflation qui augmente, il y a des revenus qui suivent plus ou moins, mais bon, voilà, ça dépend de comment c'est mis en place, on va dire. Mais tu as des revenus qui augmentent, tu as une mensualité qui reste la même. Donc aujourd'hui, si ton endettement, il va dire il est à 35% parce que tu t'es mis à la limite, dans 20 ans, tu as toujours ce crédit, mais tu as des revenus qui ont augmenté, mais ton endettement, il est plus faible. Ton impact de tes crédits de payer tes mensualités, il est plus faible. Et surtout dans du locatif, tes loyers, ils augmentent quand même tous les ans, normalement, si tu les augmentes, en fonction de l'indice de l'IRL, de l'indice de... J'ai perdu le mot. Le R, je sais plus ce que L'indice c'est. des loyers, ouais. Ouais, de revalorisation des loyers, en gros. Donc, tu as une mensualité qui reste la même, tu as des loyers qui augmentent, tu as d'autres charges à côté qui augmentent, comme la taxe foncière, on voit bien qu'elle explose quand même ces dernières années. Mais donc, au final, l'impact de ton crédit, il est de plus en plus faible au fur et à mesure des années.
Sauf que toi, tu amortis ton crédit, tu capitalises, etc. Donc franchement, faut y aller, il faut pas attendre pour investir, quoi. Faut vraiment regarder, c'est les règles de base, l'emplacement, acheter en dessous du marché. Et puis voilà, après, il y a on va dire le risque, il est limité. Et là, en termes d'apport, sur les derniers dossiers que tu as eus, en général, c'était quoi l'apport demandé par les banques? C'était minimum les frais de notaire? C'était un pourcentage? C'était combien? Tu as beaucoup de banques aujourd'hui qui te demandent d'apporter tous les frais, c'est-à-dire frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie. Donc, frais de notaire, on est autour des 8%, hein, ça dépend forcément si on achète plus cher, le pourcentage il est moins cher. Et quand tu rajoutes frais de dossier, frais de garantie, tu es autour des 10%, on va dire, à peu près d'apport. On a des dossiers qui sont passés avec très peu d'apport, avec beaucoup moins que ça. Mais après, c'est pareil, il faut que ça soit plausible. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu es rentré dans la vie active il y a 5 ans, tu n'as que 15 000 euros de côté, ben, t'as que 15 000 euros de côté parce que tu gagnes 1 500, 2 000 euros. Et c'est normal, en fait. Donc, tu peux mettre moins d'apport. Pour une banque, c'est bien vu. Que la même chose, tu as 50 ans, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu n'as pas d'épargne. Ben, à un moment donné, tu vas être moins financé. Ouais, c'est pas par rapport à l'âge, mais c'est plutôt que tu as des gros revenus et tu n'as pas d'épargne de côté. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, on arrive à faire passer les dossiers, notamment sur la résidence principale, avec très peu d'apport, avec moins que ça. Mais on a quand même des banques où c'est le critère minimum. Tu peux pas déroger à ça et tu es obligé de mettre plus. Et là, on a une banque je crois que c'était la semaine dernière, qui a changé ses règles. Où en gros, il faut tous les frais et 10% du projet aussi. Là, ça commence à piquer. 20% à peu près. C'est ça. Mais surtout que si tu regardes aujourd'hui, c'est toujours pareil, BFM TV et autres, où ils te disent que l'apport moyen en France, je crois que c'est 80, je sais pas si c'est pas 89 000 euros, etc. Nous, personne n'a ça, hein. Enfin, moi, je vois à la campagne, personne n'a cet apport-là. Nous, on est plus. Après, ils doivent intégrer dedans les Parisiens qui ont vendu un studio à 600 000, qui le mettent en apport en achetant un truc qui doit fausser le marché. Ben, ceux qui te faussent le marché, c'est ceux qui ont du cash et c'est souvent ceux qui arrivent à la retraite, qui revendent leurs biens et qui sont secondo accédants, en fait, qui repartent sur un nouveau bien, etc. Ouais, Donc, c'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on va dire qu'apporter tous les frais, c'est déjà très bien. On peut s'ouvrir un gros panel de banques avec ça. On peut faire du quasi sans apport, voire sans apport, mais c'est à la marge, c'est-à-dire faut un dossier solide derrière. Il faut qu'il y ait l'épargne à côté, en fait, aussi, hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un billet à 200 000. Normalement, on te demande 20 000 d'apport. Mais tu as des banques, c'est toujours pareil, c'est une question d'interlocuteur de savoir le présenter, mais qui vont te demander peut-être rien d'apport, mais par contre de placer chez elles les 20 000. C'est ça. C'est des choses comme ça. Donc, mais quand tu as les frais, tu t'ouvres vraiment quand même une grosse partie des banques. Mais après, c'est par région, en fait. D'une région à l'autre, tu n'as pas les mêmes demandes. Oui, parce que c'est ça, c'est par région aussi en termes de même de délégation conseiller bancaire et directeur d'agence. Moi, j'ai discuté avec un conseiller du Crédit Lyonnais de l'agence de Bordeaux-Codéran. Il me disait qu'ils ont une délégation à hauteur de 1 million d'euros en tant que conseiller et 2 millions d'euros en tant que directeur d'agence. Et C'est énorme. c'est vraiment, ouais, c'est énormissime. C'est énormissime. C'est un truc de fou. C'est énorme. Alors peut-être qu'en campagne, le même conseiller qui est dans la même banque, mais qui est en campagne, il va peut-être avoir le conseiller 200 000, le directeur 400, et au-dessus, ça part en direction régionale. Aujourd'hui, ça se passe comme ça dans les banques, justement, quand tu parles de ça, c'est que le conseiller a une certaine délégation, et après, c'est par étapes. Ça marche pour les montants d'emprunt, mais aussi pour les taux. C'est-à-dire que le conseiller peut peut-être aller jusqu'à, je sais pas, 4% sur 25 ans. Le directeur d'agence, il peut aller jusqu'à 3,8, et au-dessus, ça peut aller à plus. Par contre, pour que le dossier monte, il faut que la banque elle ait quelque chose à gagner derrière, il faut qu'il y ait un dossier solide. Ils vont pas envoyer tous les dossiers en direction régionale, ils n'ont pas que ça à faire. Donc voilà, c'est là qu'il faut apporter à la banque, il faut leur donner j'aime pas dire ce mot, mais c'est des contreparties, en gros banque, pour derrière ils ont envie de se battre pour le dossier et que ça aille plus haut pour avoir les meilleures conditions. Après, aujourd'hui aussi, ce que la plupart des banques regardent, c'est la société de cautionnement, c'est-à-dire la société qui sert de garantie sur l'emprunt. Donc, en gros, Théo Crédit Agricole, par exemple, ça part à la CAMCA. C'est la société de cautionnement du Crédit Agricole, il y en a d'autres, mais c'est la CAMCA. Banque Populaire, Caisse d'épargne, c'est la SACEF. Une grosse partie des autres banques, c'est Crédit Logement. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Donc, ils remplissent les cases avec vos revenus, le montant d'emprunt, etc., etc. Ils envoient à la société de cautionnement. Si la société de cautionnement dit oui, en général, le crédit, on est tranquille derrière, ça va passer. Ouais. Si elle dit non, soit le dossier vaut le coup de se battre et ils vont remodifier certaines choses, parce que quand on dit non, il y a toujours les motifs de refus. C'est toujours les mêmes souvent. Mais voilà. Et quand on a un dossier très bon, ben la banque, elle va peut-être tenter une hypothèque, mais elle va pas le faire pour tous.
Donc, je sais qu'à un moment donné, c'était une mode, on demandait tous l'hypothèque, surtout quand on faisait du locatif. Ça allait plus vite, c'était plus simple, ça coûtait moins cher, etc. Donc voilà. Mais aujourd'hui, ça marche comme ça et la plupart des refus sur des investisseurs sont l'apport qui est pas assez élevé, l'épargne qui est pas assez élevée par rapport à tout le patrimoine immobilier. Donc, à un moment donné, tu as des revenus de 2000 euros, tu as 5000 euros de loyer, tu as des crédits de 3000 euros par mois, mais tu n'as que 10 000 euros de côté. À un moment donné, c'est pas assez pour la banque. Donc, il y a des refus par rapport à ça la plupart du temps. Ou aussi, des fois, c'est quand on arrive ça peut bloquer dans certaines banques, c'est quand on a plus de revenus locatifs que de revenus du travail. Ouais, c'est vrai. Il y a certaines banques où ça peut bloquer. Alors que le risque, J'ai jamais compris. Demain, tu perds ton travail, tu perds tout ton revenu entier. Que normalement, quand tu fais d'investissement locatif, si tu as, je sais pas, 2000 euros de loyer, c'est parce que tu as 4 appartements, 5 appartements, on va dire à 4 ou 500 euros. Donc, les 4 locataires, ils vont pas partir en même temps. Sauf si tu n'as pas de chance, que tu as un feu sur ton immeuble ou ce genre de choses. Mais... Qui s'effondre. ou qui s'effondre. Non, mais je veux dire, tu vas pas avoir normalement les 4 loyers qui sont pas payés, donc tu as moins de risques. Mais bon, c'est des cases en fait. Aujourd'hui, il faut rentrer dans des cases. L'interlocuteur, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver le bon interlocuteur parce que tu vas tomber sur le banquier, tu as ta Rachel qui connaît rien et qui a peur des prêts immobiliers, elle va te dire oh non, on vous financera pas. Moi, c'est ce que j'ai eu au début. Hein. Et puis après, tu vas tomber sur le directeur d'agence qui connaît l'immobilier, qui a l'habitude et qui a confiance en l'immobilier en fait. C'est ça. Voilà. C'est vraiment. Après, moi, on le dit, c'est vraiment trouver le bon interlocuteur, mais moi, j'ai pas encore trouvé. Pourtant, on commence à avoir un peu d'expérience dans l'immobilier, mais j'ai pas encore trouvé ma banque chez qui ils sont prêts à me financer tout le temps. En fait, il y en a une peut-être éventuellement sur Pau, mais il coûte un peu un bras et demi. Donc, ça passe un peu. Ouais. Je vois laquelle. Ouais. On va pas faire tous les projets avec eux parce que ça risque de revenir très cher, tu vois. Sur des locatifs, ils me demandent 25% d'apport, ce genre de. Il y a un moment. Moi, non, puis les taux sont délirants. Ouais, les taux sont hyper élevés. Tu vois, j'ai une situation, j'ai quand même de l'épargne, j'ai quand même de l'apport. Je pense qu'il y a possibilité de négocier dans d'autres banques c'est sûr et certain. Donc là, clairement, ce genre de banque, pour du marchand, éventuellement, ça peut-être se faire sur des opérations rapides parce qu'ils suivent assez facilement et le marchand, beaucoup de banquiers ont peur du marchand. Mais pour du locatif, clairement, je pense que je ne le referai pas parce que. Mais la difficulté aussi aujourd'hui, c'est qu'avant, tu avais ta propre banque, tu pouvais investir partout, enfin acheter partout. En fait, elles n'avaient pas un problème de territorialité. C'est compliqué ce mot. Mais là, c'est devenu plus compliqué, c'est-à-dire que tu viens à la caisse d'épargne, je sais pas, à Roche chez nous, ils ont que Midi-Pyrénées. Si c'est en dehors de la région, ça devient plus compliqué. En fait, les banques aujourd'hui, comme en fait elles font peu de marge, il y a beaucoup plus de contrôle en interne. Donc faire financer un bien qui est à l'opposé dans la France ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc toi qui veux par exemple chercher une banque, donc sur la région bordelaise, paloise, etc. Si on te dit j'ai un très bon banquier du côté de Lyon, mais au final il va pas pouvoir te financer. Alors qu'avant tu pouvais y aller. Ils s'en foutaient en fait parce qu'ils faisaient du financement. Le financement c'était à gogo, ils margeaient. Enfin voilà. Aujourd'hui on est bloqué par rapport à ça. Et le problème, c'est que même pour changer de banquier dans une même banque, c'est-à-dire tu es à OLCL par exemple Bordeaux et tu vas aller au LCS de, je sais pas, Langon, c'est compliqué parce que faut faire des demandes, il faut ci, il faut ça, parce que c'est la même banque de base. Donc ça, c'est un peu plus embêtant qu'avant, quoi. Mais c'est ça qui est fou, hein, c'est que moi, tu vois, je suis par exemple au Crédit Lyonnais de Talence, et quand je discutais avec le conseiller là, avant-hier, quand j'étais avec lui, ou la semaine dernière, je sais même plus, et en fait, il me disait qu'en fait, Crédit Lyonnais de Talence, ils ont des restrictions beaucoup plus dures et ils vont beaucoup moins suivre parce que la population de Talence, c'est beaucoup d'étudiants, donc c'est beaucoup de gens qui passent, qui repartent, et c'est ça la différence entre cette agence-là et l'agence de Bordeaux-Côte d'Aran, où c'est des gens un peu plus aisés, donc ils essaient de fidéliser un peu plus les clients, des gens un peu plus âgés, et la délégation est complètement différente. Moi, j'étais choqué, là, tu vois, j'ai essayé de les joindre hier, je les ai pas eus. Il faut que je les rappelle, parce que clairement, si je peux aller dans cette agence, je vais y aller, parce que quand on te dit qu'un conseiller a une délégation à hauteur de 1 million d'euros, tu peux faire beaucoup de choses avec 1 million d'euros. Ah, quand ils ont une clientèle aisée, qui demande des gros financements, qui a des gros moyens hauts, ils sont pas choqués. Alors que quand tu es dans le truc du quartier où il n'y a pas une thune et que le plus gros financement il a 150 000, c'est clair que le conseiller, tu viens lui demander 600 000, Il a peur. il s'étrangle parce qu'il a jamais vu ça. Alors qu'en fait, là-bas, sur l'autre agence, ça se trouve, 600 000, c'est le truc qu'on fait tous les matins, quoi. Ouais, après, il y a deux choses à voir aussi. Il y en a qui disent aussi ils vont mettre le gros client d'une petite agence que le petit client d'une grosse agence.
ce que j'allais dire. Ouais. Moi, il y a des fois, il y a des clients, je sais pas, on va dire quelqu'un qui habite à Bordeaux qui va investir à un petit village, Casteljaloux, dans le 47. Comme ça, c'est pas trop loin, hein, c'est plausible. En fait, des fois, tu as des clients, tu vas plutôt envoyer le dossier sur Bordeaux, parce qu'il habite là-bas. Mais sur des dossiers comme ça, où ton conseiller bordelais, il connaît pas du tout Casteljaloux, il connaît rien, parce que voilà, c'est petit, c'est plus perdu, je vais peut-être l'envoyer plutôt vers des banques autour de Casteljaloux qui connaissent plutôt la Le ville, secteur. le secteur, etc. Donc c'est à jouer en fonction en fait du dossier, en fonction du projet, etc. Où tu sais vers quelle banque aller. Après oui, c'est compliqué d'aujourd'hui de trouver le bon interlocuteur, surtout que ça change beaucoup en fait. Des conseillers évoluent beaucoup. T'as le conseiller qui est particulier, il va vite passer au niveau un conseiller pro ou d'autres postes. Donc c'est compliqué de garder un même conseiller, surtout qu'il y a des banques qui ont une politique interne qui font que il faut pas que le conseiller il voit ses clients pendant trop d'années et qu'il devienne ami avec ses clients en fait. Ouais, Ouais, Donc, il y a une sinon, cer- il fait des largesses, c'est ça? c'est pour ça C'est exactement ça. Donc on les change souvent de poste. Donc, c'est des politiques en interne dans les banques qui peuvent être compliquées à comprendre de notre côté. Mais c'est compliqué à trouver le bon interlocuteur. C'est vraiment un Et problème aujourd'hui. il y a une question qu'on ne t'a pas posée, qui est un peu bête. C'est quel est l'avantage pour, pas pour nous ou pour n'importe qui, de passer par un courtier et de ne pas aller voir directement son banquier? Parce que c'est quand même la base d'avoir un courtier là, de demander ça, de bien comprendre en fait quel service vous allez apporter et pourquoi vaut mieux venir te voir toi que d'aller démarcher tout seul. Exactement. Pourquoi? Ouais. Il y a plusieurs avantages. Il y a un avantage au niveau de la présentation du dossier bancaire. Comme je disais tout à l'heure, en fait, en fonction du dossier, en fonction de la banque qu'on a en face, un dossier se présente pas de la même façon. On sait vers quel point appuyer, on sait comment démonter, on va dire, les points négatifs du dossier, comment vraiment le présenter, sur quoi appuyer, euh, qu'est-ce qu'il faut montrer au banquier, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. On sait dès le départ, moi, ce que je dis souvent aux clients, je leur dis ce qu'on peut avoir à peu près en termes de mensualité, etc. Mais je vais parler des contreparties qu'il faut amener à la banque, parce que je sais que c'est quelque chose à parler en premier avec le banquier et pas à la fin. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il gagne. Les chiffres du crédit, il s'en fout parce qu'il faut que ça rentre dans ses cases, mais ce qu'il veut, c'est ça. Donc, on a une certaine, comment dire, spécialisation là-dessus où on sait que tel dossier, ça va aller là, etc. Ça va plutôt aller dans telle banque, tel interlocuteur, tout ça. On va faire gagner du temps aussi aux clients. Parce que le gros avantage, c'est que demain, tu veux aller toi présenter ton dossier en banque. Bon, déjà, il faut savoir comment le présenter, comment le monter, tous les documents qu'il faut. Mais tu vas prendre rendez-vous dans toutes les banques. Ton rendez-vous, si tu as de la chance, tu l'as dans les 10 jours. Mais souvent, c'est pas le cas parce qu'ils ont d'autres clients, ils ont tout ça quand ils veulent te prendre. Donc, tu sais pas qui c'est que t'as en face, t'as pas forcément le bon interlocuteur, t'as pas forcément le bon interlocuteur qui fait du crédit immobilier, qui aime faire du crédit immobilier. Donc, nous, l'avantage, c'est que on va présenter le dossier, on peut le présenter dans toutes les banques, et en fait, à l'instant T. Moi, si tu signes un compromis, par exemple, le 10 juillet, ce que je te dis des chiffres, et des dates pour que ça soit plus simple à comprendre. Moi, ce que j'essaie d'avoir, c'est des clients, les clients en amont, en fait, qui signent le compromis pour avoir le dossier complet. Le jour du compromis, ça part dans les banques et on a des réponses rapides. Les banques, théoriquement, ont 5 jours pour nous répondre, pour nous faire un premier retour. Toi, tu vas voir ton conseiller. Donc, tu as un rendez-vous au bout de 10 jours. Il va te demander des documents complémentaires. Tu vas lui renvoyer. Tu vas avoir un deuxième rendez-vous, etc. Tu vas perdre un mois. Sauf qu'aujourd'hui, avec des taux qui augmentent tous les mois, voire tous les 15 jours, tu vas perdre aussi en termes de mensualité, en termes de coût du crédit, etc. Nous, on fait gagner du temps aux gens. On présente tout en même temps. On a un dossier qui est clair, qui est monté rapidement. On demande tous les documents dès le départ pour justement pas perdre ce temps-là, que ce soit pour nous, que ce soit pour le conseiller, que ce soit pour les notaires, etc. On a Ouais, des par les temps dossiers. qui courent, par la situation actuelle, on va dire, c'est plus rassurant peut-être pour des primo-accédants de passer par l'intermédiaire d'un courtier pour essayer d'obtenir leur financement que d'y aller tout seul, ça c'est sûr et certain. Ben, Ils seront guidés et vous et toi en tant que professionnel, vous savez comment présenter le dossier et comment arrondir les angles au maximum pour obtenir leur financement parce que c'est la base en fait. on C'est sait ce qu'il aussi, faut. on sait les spécificités du crédit, c'est-à-dire l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie, l'assurance emprunteur l'adapter au client pour que ça lui coûte le moins cher, mais qu'il soit aussi le mieux assuré possible, parce que tu as certaines spécificités. Il y a quelqu'un qui est militaire, donc il y a des gros risques aujourd'hui, parce qu'il part au combat, etc. Il ne va pas avoir la même assurance que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui est Bien sûr. hôtesse de caisse, tout ce genre de choses. Euh,
On sait aussi les conseiller sur tout ce qui est le différé. On sait les modularités. Ce qu'on disait tout à l'heure, les suspensions de crédit, par exemple, pendant quelques mois, etc., sont pas la même dans toutes les banques. Donc c'est plein de choses comme ça, on va les accompagner, on va tout leur expliquer. Ce qu'aujourd'hui, malheureusement, le conseiller bancaire n'a pas forcément le temps de faire. Non, il fait pas. Aujourd'hui, il t'explique pas tout ça, donc c'est compliqué. Donc on fait gagner du temps aux clients, on fait gagner de l'argent parce que le but c'est d'avoir forcément les meilleures conditions, donc en termes de taux, en termes de coût d'assurance, Le meilleur taux, ça? le meilleur taux si possible, ouais. C'est le but. Ouais. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, avec meilleur taux, justement, on a un gros pouvoir de frappe. On a plus de 300 agences en France, donc un nombre de dossiers important qui part dans les différentes banques. Donc forcément, on a des grilles de taux qui sont négociées en fonction de ça par rapport au volume qu'on leur apporte aux banques. Donc le but est d'avoir justement, comme tu dis, le meilleur taux pour les clients. Donc forcément, avec notre pouvoir de frappe, on a plus de chances d'avoir certains types de taux, d'aller vers des dérogations, etc., que le client qui va tout seul, lui, voir sa propre banque. L'avantage aussi aujourd'hui, c'est que dans une grosse partie des banques, on a ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc c'est une personne qui a un rapport qu'avec les courtiers, donc qui est spécialisé, qui fait que du crédit immobilier, qui fait que le relation avec les courtiers. Donc lui, il sait de quoi il parle. Alors que ton banquier classique, tout à l'heure, tu as parlé de téléphone portable. Aujourd'hui, ton banquier classique, qu'est-ce qu'il fait? Il fait de l'accueil, il fait du crédit immobilier, il te vend des assurances, il te vend du téléphone portable, il te vend des alarmes, maintenant, ils te font de la location de voiture aussi. Ils ont un panel de On vendait produits. des alarmes aussi. C'est C'est ouf. vrai. Ah ouais, c'est Oui. des commerciaux. Oui, C'est c'est des des- commerciaux, les banques. Ah ouais, Ils peuvent pas Ouais, se c'est l'épicerie du village, en fait. Mais c'est exactement ça. Ils peuvent pas être spécialisés dans tout. Donc, ils font un peu de tout, mais ils sont un peu moyens dans tout. Après, tu as des conseillers qui vont préférer faire du crédit immobilier, d'autres faire du placement financier. T'en as, ils font que du placement financier. Le crédit immobilier, ils aiment pas ça. Donc voilà, nous, on a un interlocuteur privilégié qui sert qu'à ça, qui fait que ça, que du crédit immobilier. Donc, il sait de quoi on parle. On a le bon interlocuteur en face qui, après, va le dispatcher à un conseiller sur le secteur du client. Mais voilà, on a l'interlocuteur en face et on a des réponses rapides. Donc, les gens, ils vont gagner du temps sur la présentation du dossier dans les différentes banques, etc. Ils vont gagner de l'argent sur le coût du crédit. Donc forcément, nous, on a un coût, mais qui sera intégré dans le crédit. Et le but, c'est que quoi qu'il arrive, en passant par nous, ça coûte moins cher que si lui, il va voir directement son banquier. Sinon, bien sûr. Et en ça sert termes à de rien. coût, du coup, en termes d'honoraires, si on passe par un courtier, c'est quoi? C'est un pourcentage du montant d'acquisition, c'est ça? C'est un pourcentage du montant d'emprunt, pas du montant D'emprunt. d'acquisition, parce que forcément, si D'emprunt. tu acquiers un bien à 500 000 et que tu mets 400 d'abord, Ouais, tu c'est fais pas un bon. crédit que de Du 100 montant 000. d'emprunt. Donc c'est un pourcentage du montant d'emprunt avec je vais dire un plafond, c'est l'inverse, avec un montant minimum en fait. Donc nous, typiquement, on est sur 1,5% du montant emprunté sur des crédits particuliers, sur du 2%, sur du professionnel. Après, ça dépend vraiment des courtiers. Tu peux avoir des montants plus élevés, tu peux en avoir certains. Nous, on a un minimum à 1 500 euros, par exemple. Tu as des entreprises de courtage, le minimum, il est à 2 500 euros. Mais ça dépend des courtiers, ça dépend du secteur, ça dépend de la politique interne, en fait, dans l'entreprise. Nous, c'est notre politique qui est comme ça. Et sachant que c'est payé qu'au résultat. C'est-à-dire que si tu trouves pas de prêt, Exactement. on te paye rien. Exactement. C'est-à-dire que si ça se finalise par notre intermédiaire, le client nous doit les honoraires. Mais si lui finalise dans sa banque de son côté, ou si on ne trouve pas ou quoi que ce soit, on n'a rien, quoi. Il nous doit rien. Il n'y a pas de. C'est ça qui est c'est ça qui est il y a- compliqué dans ce métier-là, c'est que des fois, tu dois travailler pour rien quand même. Tu travailles, des fois, tu travailles souvent pour rien, dans le sens où tu as des clients, mais c'est normal aussi, qui viennent te démarcher, mais qui connaissent rien, qui veulent juste avoir la capacité d'emprunt, mais qui n'ont pas de réel projet. Ou alors des clients qui sont pas du tout finançables. Il y en a, tu peux rien faire et tu peux rien faire à l'instant T. Mais je pense que si tu prends le temps avec les gens, si tu les conseilles, si tu les écoutes, etc., et peut-être que eux ils sont pas finançables maintenant, mais que dans 3 mois ils le seront et ils reviennent vers toi, ou peut-être qu'ils te renverront d'autres personnes en fait, parce que tu les as écoutés, tu les as bien conseillés, etc. Donc il y a une certaine confiance qui s'est installée et ils vont te rapporter d'autres personnes. Donc indirectement, oui, t'es pas payé, mais tu vas y gagner plus tard sur du long terme avec d'autres potentiels clients, quoi. Et toi, tu fais une région en particulier ou toute la France, on peut te contacter? Plutôt le Gers et Midi-Pyrénées, ou on va dire le Sud-Ouest. Après, pour toute la France, on peut me contacter, quoi qu'il arrive. Moi, on fait un meilleur tour, on est, comme je disais, plus de 300 agences. Il y a toujours des solutions avec mes collègues qui sont sur place si jamais moi, j'ai pas de solution ou quoi que ce soit. D'accord. Ok, mais c'est top. On a vu pas mal de points, je pense. Bah ouais, trop bien, merci sur le beaucoup. financement. Pour les gens qui veulent te contacter, du coup, ils peuvent te contacter comment?
Enfin, je sais pas le moyen le plus simple. Mail ou téléphone. Donc, mon numéro de téléphone, c'est le Ah, 06. tu veux. Je vous le dis si vous voulez. Non, mais tu vas nous le donner, on le mettra dans Ouais, les Comme notes tu du veux, mais podcast. c'est toi qui vois, Non, c'est toi qui vois ce que tu préfères comme Faut comme tu veux, ouais. moi, je préfère que vous le mettiez, ça sera plus simple, Ok, je ça pense. marche. Donc, pour me contacter, après, voilà, ça peut être soit pour le financement, soit juste pour étudier la capacité d'emprunt, faire un point sur le dossier, tout ce genre de choses, en fait. C'est pas forcément que à l'instant où il y a besoin d'un financement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des gens, je préfère les voir en amont pour pas qu'ils se positionnent sur un projet pour rien et qu'ils perdent du temps, mais surtout, ils font perdre du temps au courtier, au banquier, au notaire, à l'agent IMO, etc. Donc, il vaut mieux toujours voir les clients en amont, voir la situation, etc. Et il y a des moyens aujourd'hui aussi d'optimiser le temps. Donc, la demande du crédit, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'on peut gagner du temps en ayant un dossier complet en amont. Mais aussi, on peut déposer des dossiers des fois avant qu'il y ait un compromis avec un document du notaire. Enfin, il y a des petites choses, des petits tips qu'on connaît, que le client lambda va pas connaître directement, où on peut lui faire gagner du temps. Et aujourd'hui, vu la hausse des taux qui est mensuelle, voire bimensuelle, Il faut aller vite. le temps qu'on gagne, il est important parce que c'est le gain de temps, c'est un gain d'argent, quoi. Exactement. Ok. Bah écoute, merci Laurent en tout cas pour tous ces tips, toutes ces informations sur le financement et sur le crédit. Si tu as un dernier mot à nous faire, un dernier conseil, voilà, Quelque chose qu'on aurait oublié de te demander, je sais pas. si tu as un dernier mot, vas-y, c'est le moment, lâche-toi. Attends, je réfléchis quand même. Non, mais pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est d'acheter de manière générale, hein. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, un placement, prix en dessous du marché et d'acheter aujourd'hui, de pas attendre que les prix baissent. Parce que ce qu'on a dit, c'est que même si les prix baissent, ils baisseront pas de toute façon de 15 à 20%, peut-être sur des secteurs particuliers, mais ils baisseront pas d'autant. Pourquoi? Parce que la demande est toujours importante par rapport à l'offre. Il y a le neuf se fait de moins en moins, ça coûte trop cher. Il y a beaucoup de logements anciens, beaucoup de logements à rénover, donc il faut y aller aujourd'hui. Parce que la demande sera toujours importante, que ce soit pour des résidences principales ou du locatif. Il y a de plus en plus de demandes de locataires aussi, parce que les gens ne peuvent pas acheter. Donc si vous voulez faire de l'investissement locatif, allez-y, il faut foncer. Il faut vraiment pas attendre. Et oui, le crédit est plus cher qu'avant, mais il est peut-être toujours moins cher que demain, quoi. On sait où on en est aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc si vous Oui, achetez parce bien que dès le le meilleur départ, moment pour acheter, c'était hier. c'était il y a 10 ans, le meilleur moment. Le meilleur moment, enfin, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. C'est Et exactement Jérôme, ça. j'ai coupé ton micro sans faire exprès. Faut que tu le remettes. Parce que j'ai les chiens de garde qui se mettent à aboyer de temps en temps, du coup. Voilà. Il nous entend pas, Jérôme? Si, Ah si, c'est bon. si. Ouais, d'accord. Ok. Oui, Non, clairement, c'est pour ça. Utiliser au maximum l'effet levier de la banque. Voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les locataires qui paieront, dans du locatif, qui paieront nos mensualités. Donc, faut pas hésiter. Il n'y a pas de moment parfait pour investir dans l'immobilier et pour acheter. Beaucoup de gens disaient pendant le Covid, non, on va attendre un peu, on ne sait pas trop où on en est, alors que les vannes étaient totalement ouvertes pendant le Covid. On est beaucoup à avoir fait beaucoup de crédits à ce moment-là, des taux hyper intéressants. Certes, les taux sont plus élevés aujourd'hui à l'instant T, mais il y a 3 mois, pareil, on disait ouais, 2% c'est beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, tu demandes aux gens s'ils veulent un taux à 2%, ben, ils signent de suite en fait, ils acceptent de suite. Donc, exactement. voilà. C'est ça, il faut pas. Surtout que quand les taux vont rebaisser, il sera toujours temps de renégocier le prêt, quoi. Bien sûr, Exactement. c'est ça le truc. C'est Et de ça. le faire travailler, Laurent. C'est exactement ça. Non, mais il faut foncer, il faut y aller et préparer vos investissements, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut 3 mois de beaux relevés de compte. Donc, préparez vos investissements en amont, mettez de l'épargne de côté. Il y a toujours moyen d'améliorer les choses, d'arranger, on va dire, les chiffres, etc. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut foncer. Et ça se néglige pas un dossier bancaire. Ça a l'air simple comme ça l'était peut-être il y a 2 ans où c'était plus facile, mais aujourd'hui, il y a toujours des solutions, quoi. Tout se prépare en amont. Donc, il faut vraiment foncer et trouver le bon interlocuteur, quoi. Yes. Ben, ils vont te contacter. Voilà. Ben, écoute, merci à toi, Laurent. N'hésitez pas à contacter Laurent si vous avez besoin d'un financement, d'un crédit. Il va vous aider, il va vous trouver le financement, ne vous inquiétez pas. Il trouvera. C'est son métier. Ouais. Mais n'hésitez pas à le contacter, Laurent Jourda, et on vous mettra ses coordonnées dans la description du podcast et de la vidéo YouTube. Comme ça, si vous avez besoin d'un financement, n'hésitez pas à le contacter. Super, mais merci à toi, Laurent, en tout cas. Super. C'était cool. Merci, c'est vraiment sympa d'avoir pris ton temps de vacances en plus. Merci à vous, en tout cas, de m'amener le soleil de la région bordelaise. C'est ça. Il y a un grand Merci soleil. à vous. Merci à vous de m'avoir Et reçu. puis, En tout cas, c'était intéressant.
Bon, génial. En tout cas, tu reviens quand tu veux. Et on espère que ça aura plu à tout le monde. Et moi, j'espère que vous aurez mon son sur les 15 premières minutes. Ça, je pense que c'est pas sûr. On verra. Merci à tous, à très vite. Merci à tous. Au revoir. Bonne journée, au revoir.